nous accueillir à la Cité Audacieuse. Merci de vous être déplacés et merci à la Cité Audacieuse de nous accueillir. Un grand merci aussi à l'équipe de La Clé, voilà, qui a organisé cette soirée avec nous. Donc, c'est à l'occasion de la Journée internationale tolérance zéro sur les mutilations sexuelles féminines, donc, qui a lieu le 6 février de chaque année. Tout d'abord, une petite présentation de La Clé, dont beaucoup nous connaissent, pour rappeler qu'on anime un réseau féministe de 40 associations environ qui sont engagées pour l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes, et dont les violences sexistes, la lutte contre les violences sexistes. La Clé est engagée au niveau national, mais aussi européen, puisqu'on représente le lobby européen des femmes en France. Et on a un statut consultatif auprès des Nations Unies, voilà, ce qui nous permet aussi de participer à certaines instances. Donc, je remercie nos intervenants, dans tous les cas celles qui sont présentes. Donc, Moira Sauvage, qui a participé au lancement de Excision Parlons-en. Isabelle Gillette-Faye, directrice de la Fédération GAMS, que tout le monde connaît sur ce sujet depuis des années. Et on accueillera Diriatou Ba, qui est fondatrice de l'association Espoir et Combat des femmes, et qui, comme Moira, est ex-présidente de Excision Parlons-en. Et enfin, Pierre Foldès, chirurgien urologue spécialisé et cofondateur de l'Institut en santé gynésique. Alors, je voulais juste faire quelques petits mots d'introduction pour rappeler la Convention d'Istanbul, qui précise que la culture, la coutume, la religion, la tradition, le prétendu honneur ne sont pas considérés comme justifiant des actes de violence contre les femmes. Et donc, à ce titre, les mutilations sexuelles féminines ou encore les mariages forcés font partie des violences que les États doivent, et la France, donc qui a signé et ratifié en 2014, doivent combattre. Ensuite, La Clé a souhaité inscrire cet événement dans les actions de la coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre intégrale contre les violences sexuelles. Nous sommes en effet membres de cette coalition que nous réclamons avec 150 autres associations, donc une loi intégrale qui comporte d'ailleurs plusieurs articles sur les mutilations sexuelles féminines. Les demandes concernent l'information et la sensibilisation du grand public, la formation des professionnels, y compris des primo-accueillants. Elle demande de renouveler le plan d'action national 2019-2021 contre les mutilations sexuelles féminines et d'en proposer un contre les mariages forcés, de soutenir la recherche scientifique et la collecte de données sur ces violences, d'améliorer l'accessibilité des méthodes de réparation pour les victimes et d'appliquer évidemment toutes les dispositions de la Convention d'Istanbul concernant les mutilations sexuelles féminines et les mariages forcés. Bon, je laisserai Isabelle présenter l'étendue du phénomène mondial et une des formes de violence sexiste qui concerne des millions de femmes et de filles à travers le monde, y compris en Asie, mais aussi en France. On sait qu'on a obtenu des avancées, entre autres législatives, mais il y a aussi des tentatives de revenir sur ces avancées législatives et surtout une application très insuffisante dans la plupart des pays concernés. Et puis, on a de nombreuses femmes qui demandent à rentrer dans un parcours de reconstruction. Et donc, quelle solution on va pouvoir leur apporter avec un nombre d'associations voilà, qui sont mobilisées à travers le monde et des professionnels engagés. Alors, les questions qu'on va se poser ce soir, c'est quel est donc l'état des lieux actuels dans le monde et en France? Comment on poursuit la prévention, les campagnes d'information? Comment on réussit les actions contre les mutilations sexuelles féminines? Comment on peut encore progresser? Quelles mesures spécifiques? Quel impact? Quelles sont les politiques de lutte contre ces violences sexistes et sexuelles? Et quel programme pour les femmes qui souhaitent s'engager dans un programme de reconstruction? Voilà, donc on va avoir 4 interventions. Je vais poser 2 questions à chacune d'entre vous et puis après peut-être 10-15 minutes, 15-20 minutes et puis à chacune d'entre vous. Et puis on échangera ensuite sur un second temps sur une question d'actualité qui fait suite à un article paru qui remet en question la lutte contre les mutilations sexuelles féminines, jusque dans ses sémantiques, et qui nous ramène des années en arrière dans des débats sur le relativisme culturel. Donc voilà, puis ensuite on laissera
On vous laissera poser quelques questions. Donc, je vais commencer par Isabelle. Donc, Isabelle, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux dans le monde et en France, les avancées, les freins, les reculs, et comment tu penses qu'on peut encore faire progresser la lutte et la prévention contre les mutilations sexuelles féminines? Merci Françoise. Je ne sais pas si ça fonctionne. Il faut que j'appuie sur quelque chose. Là, ça sera mieux, je pense. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Je suis ravie de cette invitation. Je remercie la clé de me l'avoir proposée parce que c'est important, je pense, de toujours situer les choses dans un contexte le plus scientifique possible. Parce que quand on parle des violences sexistes et sexuelles, les politiques au sens large ont tendance à vous dire ah oui, mais alors vous n'avez pas quantifié le phénomène, tant que le phénomène n'est pas quantifié, on ne peut rien faire, on ne peut pas agir, etc. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est qu'on mène des campagnes de prévention et de sensibilisation. Si on ne connaît pas au départ le nombre de personnes concernées et après ces campagnes, combien de personnes ont décidé d'abandonner ces pratiques, c'est encore plus problématique. Donc vraiment, nous insistons beaucoup sur ces aspects-là. Merci. Donc, moi, je passe ma vie à dire et à répéter qu'il y a 94 pays dans le monde qui sont concernés par les mutilations sexuelles féminines. Mais nous avons un tropisme, puisqu'en fait, nous avons 30 pays qui sont situés sur le continent africain qui nous donnent des sources, et un pays en Asie qui est l'Indonésie. Pour tous les autres, ce sont des données qualitatives que nous obtenons par divers moyens. Ça peut être par des professionnels de santé, ça peut être par des étudiants-chercheurs, ça peut être de mille et une manières. Par exemple, quand on a découvert l'excision au Kurdistan irakien, c'est parce que les collègues d'une ONG allemande, Wadi, intervenaient au Kurdistan irakien sur la question de la santé sexuelle et reproductive. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des femmes au Kurdistan irakien, pas la totalité, bien sûr, qui pouvaient être excisées. Après, j'ai reçu des étudiantes iraniennes qui avaient fait des recherches et qui aussi que dans différentes provinces d'Iran, c'était possible. Et les femmes pouvaient être concernées. En fait, c'est ça. On est toujours dans l'idée, ça concerne l'Afrique subsaharienne, ça concerne l'Afrique noire. Oui, effectivement, de fait, nous recevons sur notre territoire essentiellement des populations issues des anciennes colonies françaises. Et forcément, évidemment, parmi ces anciens colonisés, il y a des personnes qui viennent de régions du monde où l'excision est particulièrement présente. Je vous rappelle, pour vous faire une idée, aujourd'hui, c'est 230 millions de femmes dans le monde qui ont subi des mutilations sexuelles féminines. Depuis 1990, la probabilité qu'une fille subisse des mutilations sexuelles féminines a été divisée par 3, ce qui veut dire qu'en l'espace de 3 décennies, on a réussi, malgré le continuum des violences faites aux femmes et des violences sexuelles et sexistes, on a quand même dû avancer sur ce sujet. En 2025, en France, il y avait environ 139 000 femmes, filles. Pour les filles, elles étaient nées, leurs parents sont arrivés entre la période 80-2000. Et sur le plan quantitatif, ce qui ne veut pas dire que sur le plan qualitatif, il faut baisser l'attention. Sur le plan quantitatif, à l'exception notable de la Seine-Saint-Denis et de l'Est parisien, pour les filles nées après 1995, le risque est quasi nul. Quand je dis attention, parce que sur le plan qualitatif, on va le voir, vous pouvez habiter dans un département, dans une communauté, dans une région où les populations sont toujours susceptibles de le pratiquer à l'occasion d'un retour au pays, par exemple, dans l'été, au pays d'origine de la famille. Chaque année dans le monde, on a 4 millions de fillettes et d'adolescentes, voire de femmes, qui encourent le même risque, donc des moins de 18 ans, des plus de 18 ans. Donc, je le répète, 94 pays, la répartie. Est-ce que je peux avoir la diapositive? Merci. Là, c'est pour vous montrer que si on a les yeux braqués sur le continent africain, et encore pas tout le continent africain, une partie du continent africain, il y a 140 millions, 144 millions de femmes, d'enfants et d'adolescentes qui sont concernées. En Asie, elles sont plus de 80 millions. Personne? Non. Ah. Voir, ça m'intéresse strictement personne. Et au Moyen-Orient, c'est quand même de l'ordre de 6 millions. Voilà, donc
Est-ce que je peux avoir la diapositive, s'il vous plaît? C'est pour vous montrer que la question des mutilations sexuelles féminines ne repose pas seulement sur le continent africain. C'est pratiqué effectivement au Moyen-Orient, en Asie, dans tous les pays d'immigration, même chez Trump, même avec la politique actuelle, il ne réussira pas à mettre tout le monde dehors. Donc, il y a un moment, ça va être compliqué. Euh, donc, c'est des pratiques qui existent un petit peu partout dans le monde. Il y a eu aussi des pratiques qu'on a repérées chez les Shipibo du Pérou et chez les Embera de Colombie. Donc, c'est vraiment pas une... Et bien évidemment aussi, on le sait, sur un certain nombre de territoires de l'ex-URSS, un certain nombre de communautés continuent à pratiquer les mutilations sexuelles féminines. Et Poutine, qui, comme vous le savez, ne fait jamais rien pour les droits des femmes, le jour où on a fait remonter l'information sur laquelle, dans un journal gratuit, vous voyez, style métro, pour celles qui l'ont connu, ou Paris Boum Boum, enfin bref, voilà. Les trucs de vieux, on distribue un journal gratuit à l'entrée du métro. Il y avait des cliniques privées à Moscou qui faisaient de la publicité en disant si vous venez avec votre fille, sa cousine, la voisine, etc., on vous fera un tarif dégressif sur les mutilations sexuelles féminines. Alors là, Poutine, qui est quand même le seul chef d'État, à ma connaissance, qui a retiré de la loi que les violences faites dans le couple étaient condamnées sur le plan pénal. Et là, il s'est dit qu'il fallait qu'il bouge et qu'il fasse quelque chose. Alors, probablement parce que les auteurs sont très probablement de confession religieuse musulmane et que c'était une occasion pour lui de rappeler la suprématie des orthodoxes sur ces communautés. Je peux mettre la diapositive ici. Donc là, vous avez l'Asie. Bien sûr, c'est l'Indonésie, la Malaisie. Mais pour les personnes qui voyageaient, ça se pratique aussi dans le sud de la Thaïlande. Dans certains endroits du Sri Lanka, ça se produit aussi. On en a trouvé aussi au Vietnam récemment. Donc, c'est pour bien montrer que c'est un phénomène beaucoup plus généralisé qu'on imagine. Je peux avoir la diapo suivante. Merci. Donc, le Moyen-Orient, comme vous le savez, la situation est particulièrement dégradée à tous les niveaux des droits humains. Et alors, donc là, on aura encore moins dans le futur, enfin, en tout cas dans le futur proche, la possibilité d'avoir des données quantitatives fiables sur le plan scientifique. Je vais avoir la diapo suivante. Comme je vous l'ai dit, le Canada et les États-Unis ne sont absolument pas épargnés. Diapo suivante, merci. Donc le continent africain, lui, comme vous voyez, ce n'est pas tout le continent africain qui est concerné. Et en plus, il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce qu'on a telle ou telle nationalité ou qu'on est originaire de telle ou telle ethnie, donc on appartient à telle communauté, qu'on est à 100% excisé. À part peut-être la Guinée-Conakry, mais derrière tout le monde en parler, où on a 94% de prévalence de femmes qui sont susceptibles d'être mutilées sexuellement. Pour l'Afrique de l'Ouest, ils sont champions de toute catégorie. C'est le seul endroit où on vous dit, dans cette ville-là, il y a 100% des femmes qui sont excitées. Pour tous les autres, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Est-ce que je peux avoir la description? Ah, voilà, super. Là, c'est l'exemple du Sénégal. Par exemple, au Sénégal, on va vous dire, oh là là, il y a pas, la prévalence n'est pas très très élevée, et puis ça se passe surtout dans les campagnes. Sauf que quand vous regardez la carte, vous constatez que dans les grandes villes comme Dakar, mais c'est pareil à Bamako, c'est pareil à Nouakchott, c'est pareil à Abidjan, c'est pareil à Cotonou, il y a, du fait du cadre rural, il y a plus de mutilations sexuelles féminines dans les grandes villes, et pas uniquement. En plus, on voit dans cette carte que c'est un peu comme si, pour prendre un exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, on pratiquait les mutilations sexuelles féminines. Dans la région Rhône-Alpes, on pratique les mutilations sexuelles féminines. Encore plus dans la région sud, la région Provence-Côte d'Azur. Puis quand vous remontez plutôt vers l'ouest, la Bretagne, la Normandie, ben, il y a de la résistance. Voilà. Donc c'est pour vous montrer qu'il faut sortir aussi un peu des représentations où si on a telle couleur de peau ou telle nationalité, on est obligatoirement concerné quand on est une femme. C'est-à-dire on ne peut pas projeter sur une femme, quelle que soit son origine, le fait qu'elle ait été excisée ou pas, qu'elle ait été victime ou pas. C'est une survivante, oui. Si elle le souhaite en parler, tant mieux. Si elle ne souhaite pas en parler, il n'y a pas
d'obligation de le faire. Je peux avoir la diapo suivante? Merci. Là, vous avez l'exemple du Kenya, que je trouve extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que ça, en 1977, vous aviez la totalité du territoire kényan qui était concerné par les mutilations sexuelles féminines. Et vous voyez pardon, en 2022, il n'y a plus que deux territoires qui font la résistance. Donc oui, on peut dire, oui, effectivement, chez les Maasai du Kenya, c'est sûr qu'ils sont dans une zone, effectivement, où les mutilations sexuelles féminines se pratiquent. Et dans les autres zones, ça a diminué, voire disparu. Attention, il ne faut pas crier victoire pour autant, parce que dans ce domaine, comme dans tant d'autres, sur la question notamment des violences sexistes et sexuelles, il faut être assez prudent, même quand on enregistre de bons résultats. Merci beaucoup. Donc là, sur ces schémas-là, que je pourrais remettre à la clé, hein, il n'y a pas de souci, pour le mettre, le joindre à... c'est enregistré, c'est ça? Voilà. Donc on pourra le rajouter comme illu à ce qui est enregistré. On voit qu'il y a des pays, bon, le premier de la classe, évidemment, c'est le Burkina Faso, parce que depuis 1975, il travaille sur cette thématique et Thomas Sankara a été le premier à initier des campagnes radiophoniques dans les campagnes, dans les langues vernaculaires, pour reculer les mutilations sexuelles féminines. Donc, comme vous voyez, ça date pas d'hier. Et c'est un pays qui est premier de la classe parce que en ce moment, la situation est très compliquée au Burkina Faso. Mais ça a été quand même le premier pays à avoir un numéro vert SOS Excision. Ça a été un des premiers pays qui a eu une loi et des procès, et qui avait au moins une fois par mois au journal de 20 heures une famille, une exciseuse qui était présentée au journal. On disait, voilà, on les a arrêtés parce qu'ils ont pratiqué l'excision. C'est interdit dans le pays. Enfin, des choses que on ne se représente pas ou qu'on n'imagine pas obligatoirement dans les pays d'origine. Après, il y a des pays qui causent certains progrès, puis des pays où il n'y a aucun progrès ou peu de progrès. Et ça, c'est assez problématique parce que c'est des pays qui viennent nos migrants. Les pays qui viennent des anciennes colonies françaises font partie des pays où il y a le plus de résistance encore dessus. Donc c'est pour ça qu'on a parfois un regard biaisé sur ce qui peut se passer sur le territoire national. Et ça, c'était déjà avant l'arrivée de ces news. Merci. Alors, qui est concerné, vous verrez, bon là c'est trop loin pour vous, mais il faut savoir que le rythme de progression aujourd'hui des campagnes de prévention et de sensibilisation sont insuffisantes. Parce que le risque, comment dire, la fécondité est très importante dans ces pays. A fortiori dans un contexte où, vous savez, où Trump a coupé les crédits de l'USAID de façon drastique, dramatique, inhumaine, tout ce que vous voulez, parce que tout ce qui touche à la santé sexuelle et reproductive, pour lui, ça relie à la contraception, ça relie à l'IVG, donc il a décidé de tout arrêter. Donc là, ce que vivent actuellement les femmes américaines, ça se passe aussi dans les pays du Sud global, parce qu'il a décidé du jour au lendemain de couper ces crédits-là. Et l'Europe, la France en particulier, qui elle aussi fait régulièrement des coupes du rabot budgétaire sur l'argent qui sert pour la coopération internationale, même si maintenant on a une diplomatie féministe, au final, ça veut dire que nos collègues sur place, qui se débrouillaient déjà avec deux bouts de ficelle, là je peux vous assurer que je ne suis même pas sûre qu'ils vont avoir deux bouts de ficelle, ils vont peut-être en avoir qu'un, mais ils continuent. Ils continuent, ils s'acharnent, et ça c'est extrêmement important. Donc, effectivement, d'ici 2030, vous savez qu'on allait les ODD, les objectifs durables du développement. On avait fixé la barre à 2030 avec pensant avoir une avancée plus spectaculaire que ça, mais avec effectivement le nombre de naissances qui sont très importantes. On est autour de 4,1 à 4,6 millions de petites filles qui vont être excisées d'ici 2030. Et en particulier, on a rencontré un obstacle qu'on n'avait pas anticipé, qui est le Covid, qui fait que ça nous a énormément ralenti. Et là, aujourd'hui, si on veut vraiment investir sur quelque chose qui fonctionne, c'est vraiment la scolarité des filles. Parce qu'on sait aujourd'hui que filles et garçons scolarisés égale, même si ça ne va qu'au niveau primaire, ça ne dépasse pas le niveau primaire, on a une baisse des mutilations sexuelles féminines, on a une baisse des mariages forcés. Donc on pense que c'est notre principal levier, en plus des campagnes ciblées de prévention et de sensibilisation, qui vont nous permettre de faire avancer les choses et de faire avancer ce combat pour les droits des femmes.
Alors, est-ce que je parle là-dessus? Oui. Alors, il ne vous a pas échappé que la France et le Royaume-Uni ont à eux seuls quasiment colonisé tout le sud global. Ils ont laissé grosso modo l'Amérique latine au Portugal et à l'Espagne. Donc quelques pays en Afrique, à la Belgique, Pays-Bas, ça a été très succinct, l'Italie aussi, pareil. Par contre, on a une très très longue histoire avec les anciens pays colonisés, et ce qui explique en grande partie que la France et le Royaume-Uni sont les deux pays de l'Union européenne qui reçoivent le plus de populations susceptibles de pratiquer les mutilations sexuelles féminines. Avec en plus pour la Grande-Bretagne, puisqu'ils reçoivent des populations qui sont originaires d'Asie en beaucoup plus grand nombre que sur le territoire français. Vous voyez bien, ils reçoivent à la fois des populations d'origine africaine subsaharienne, ils reçoivent des populations du Moyen-Orient, ils reçoivent des populations qui viennent d'Asie susceptibles de le pratiquer. Donc avec eux, c'est un peu la guerre parce qu'en fait, même s'ils ont fait de gros efforts, c'est encore insuffisant. On est quand même dans une logique chez eux communautariste. Donc on respecte les cultures, les traditions, etc. Donc de ce fait-là, ils avancent et puis ils reculent, ils avancent et puis ils reculent. Donc c'est assez compliqué de leur faire entendre que les droits des femmes, comme l'a rappelé très justement Françoise en introduction, avec la Convention d'Istanbul, ça permet de faire le tri entre ce qui est de l'ordre des droits humains, des droits des femmes, des droits des enfants, et de ce qui est de l'ordre de la culture, de la tradition ou du prétendu honneur. Est-ce qu'on peut avoir la carte? Merci. Voilà. J'ai presque fini. Ouais, mais bon, je ne vais pas vous prendre la tête toute la soirée là-dessus, sur mes statistiques et mes prénoms. Là, vous avez la carte de France où sont le plus présentes les populations considérées comme à risque de pratiquer les mutilations sexuelles féminines. Si vous êtes francilien et francilienne, la région Île-de-France est le premier département concerné, ce qui explique qu'en ce moment, on centre beaucoup nos actions au niveau francilien. Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que ces populations sont également présentes au niveau du Nord-Pas-de-Calais et qu'elles reçoivent en plus des populations originaires de Belgique, ce qui leur complique encore plus la situation. Puisqu'on suit la Seine, puisque autour de la Seine étaient construits beaucoup d'usines automobiles, etc., qui étaient extrêmement en ouvriers non qualifiés. Donc, ce sont des personnes qui se sont beaucoup installées entre les années 80 et 2000, et notamment des familles sont arrivées à partir des années 80 dans le cadre du regroupement familial, et c'est des populations, au même titre qu'elles étaient présentes sur le fleuve Sénégal. Ça traverse trois pays, le fleuve Sénégal. Le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. En France, c'est la Seine, et la Seine, écoutez, elle part du Loiret, elle traverse l'île de France, elle traverse l'Oise, et elle débouche sur Seine-Maritime. Donc ça explique qu'on a cette espèce de croissant comme ça, qui fait qu'on a de fortes populations concentrées sur cette zone-là. La Loire-Atlantique avec Nantes, la Gironde avec Bordeaux, la Haute-Garonne avec les Bouches-du-Rhône avec Marseille, etc. Tout ça, ce sont des villes portuaires. Donc pendant très longtemps, on ne prenait pas l'avion pour aller d'un endroit à l'autre, on utilisait encore beaucoup le bateau. Et donc le transport de marchandises, sans compter des faits historiques plus anciens comme la traite de l'esclavage, comme la traite transatlantique de l'esclavage qui a transité aussi par les ports français. Donc il y a une très très longue histoire entre ces ports et notamment le continent africain, qui explique qu'il y a pas mal de populations qui sont installées là-bas. Pour le Rhône, je pense aussi que c'est le fait qu'il y avait beaucoup d'usines aussi qui pouvaient être demandeuses de manœuvre, pas ou peu qualifiées, qui explique aussi l'installation plus importante de ces familles. Donc ça, c'est une étude qui a été financée quand quelque chose, enfin, je veux dire, voilà. Enfin, un certain nombre d'entre nous critiquons en permanence ce qui se fait au plus haut sommet de l'État, mais de temps en temps, le plus haut sommet de l'État fait des choses intéressantes, comme financer ce genre d'études, ce qui nous permet de faire avancer quand même, de faire avancer notre travail et les adaptations nécessaires pour améliorer encore les choses. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante? Là, vous allez voir, c'est là où se sont installés les jeunes de la deuxième et de la troisième génération. Donc, ils se sont implantés à proximité
du département d'origine des parents, ce qui explique que pour Pays de la Loire, on est parti de Loire-Atlantique pour aller jusqu'en Indre-et-Loire et dans la Sarthe. Si je prends l'exemple du Rhône, Lyon, ça s'est allongé jusqu'au Grenoble en Isère, très concrètement. Le Bas-Rhin, qui n'était pas concerné au niveau de la première génération et concerné au niveau de la deuxième et de la troisième génération. Et on retrouve bien sûr notre tête avec le Loiret, l'Île-de-France, l'Oise et la Seine-Maritime. Oui. Là, vous avez l'exemple du département des Alpes-Maritimes, parce que la chercheuse qui a mené cette enquête, qui s'appelle Marie Lesclingot, est maîtresse de conférence et directrice de laboratoire à Nice. Et donc, elle a fait un terrain chez elle, parce que les Alpes-Maritimes peuvent être considérés comme un département français où il y a peu de migrations concernées, en tout cas si on s'en tient aux 31 pays que je vous ai énumérés tout à l'heure. Est-ce que je peux voir la diapo suivante? Donc là, nous avons l'exemple du Rhône, et on voit que dans le Rhône, les principales communautés d'origine, c'est la Guinée, le Cameroun, la République centrafricaine et le Sénégal. Donc ça veut dire que dans un département qui n'est pas l'un des départements les plus concernés, mais un des départements parmi les plus concernés, en fait, le Rhône, pour faire simple, est le département le plus concerné en dehors de l'Île-de-France. Voilà. Donc en fait, ça resitue les choses sur la carte et on en vient à l'Île-de-France, à ses particularités. Voilà. Donc, comme vous le voyez sur cette carte, qui est la carte de la région Île-de-France, euh, tous les départements sont concernés. Alors évidemment, selon les départements, le nombre va être plus ou moins important et le risque va être plus ou moins élevé pour les jeunes femmes. En Seine-Saint-Denis, qui est effectivement le premier département de France concerné par ce risque-là, sachant qu'il y a encore 2% des filles nées après 1995 sur ce département, comme sur l'Est parisien, qui sont encore potentiellement menacées de mutilation sexuelle féminine. Le Val-de-Marne, évidemment, le 94, les Hauts-de-Seine, le 92, le Val d'Oise, et ensuite, par ordre décroissant, la Seine-et-Marne, l'Essonne et les Yvelines. Mais ça ne veut pas dire grand-chose en plus quand vous dites les Yvelines. C'est sûr qu'à Versailles, à Saint-Germain-en-Laye, je ne suis pas convaincue qu'ils aient une forte population concernée. Mais par contre, allez sur les Mureaux ou Mantes-la-Ville, ou Mantes-la-Jolie, vous allez voir qu'il y a des îlots de population concentrés sur un urbanisme restreint qui fait qu'il y a des populations qui peuvent être très concernées à l'échelle locale. Et je finirai là-dessus, sur la Seine-Saint-Denis. Voilà, j'ai pas l'Est parisien, mais c'est somme toute la même chose. Hein. En fait, voilà, les chercheurs, elles ne font pas toutes les iconographies. Bon, voilà. Parce qu'elles nous ont fait des iconographies assez simples à comprendre, même quand on n'est pas sociologue, démographe, je ne sais quoi. Donc, la Seine-Saint-Denis, par contre, en tête de liste, vous avez le Mali, suivi de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, puis la Guinée. Donc, on a malheureusement le en tête des pays pour lesquels le recul est très faible dans les pays d'origine. Donc, forcément, ça a un impact sur le territoire national, et particulièrement sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas saoulé, j'espère que je n'ai pas été trop vite. En tout cas, vous pouvez voir le PowerPoint à tête reposée pour voir, ah, j'ai raté telle information. Vous inquiétez pas, c'est mis à la disposition de tout à chacun. Et l'idée, c'est que plus on est formé, informé, plus je pense qu'on est plus en capacité de venir en aide aux personnes directement ou indirectement concernées. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Et donc, en dehors de l'information, de la formation, est-ce qu'il y a d'autres
d'autres éléments qui pourraient faire encore progresser la lutte contre la mutilation sexuelle féminine? Qu'est-ce que, voilà, Alors, moi, je suis pour le très... gaz, qu'est-ce que vous envisagez ou qu'est-ce qu'il vous manque aussi Alors là, on est en train de modéliser, j'espère, le plan régional Île-de-France et il serait envisagé de refaire un plan d'action nationale sur la base de celui qu'on a co-créé avec les services de l'État en Île-de-France. On devrait avoir un deuxième plan national, comme ça c'est une nouvelle. Je ne désespère pas, effectivement, comme dans la proposition de la coalition, qu'on puisse élargir au mariage forcé, mais ça, je pense que ça va être encore un peu pieux, mais enfin bon, on progresse. On vient de progresser aussi de reprogresser à nouveau le ministère des Affaires étrangères, notamment ce qui concerne les femmes françaises à l'étranger. Donc là, c'est aussi en très nette progression, donc on est assez content. Concernant l'asile politique, pour les personnes qui ne le sauraient pas, depuis 2001, alors je ne vais pas faire l'histoire, mais depuis 2001, grosso modo, si vous avez une petite fille qui est menacée de mutilation sexuelle féminine, sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier, cet enfant peut bénéficier de la protection internationale qu'on appelle anciennement l'asile politique. Il y a eu des avancées quand même relativement majeures. Là, au moins, je mise beaucoup aussi, c'est sur les VARS. Alors, c'est vrai que les VARS, enfin, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ça existait depuis très longtemps dans les textes. Sauf que, comme vous le savez, on n'était qu'un petit nombre d'associations à intervenir en milieu scolaire, voire il y a même des associations qu'on va dire contre-productives qui intervenaient en milieu scolaire. Donc là, l'éducation nationale, après des années de lobbying, mais je vais vous dire, le Grenelle des 39-19 a vraiment été utile à ça, ça a pu vraiment déboucher là-dessus. Et donc là, on a un programme qui a été validé par l'éducation nationale et donc ça peut permettre d'avancer beaucoup plus vite que quand c'est une association tout aussi pertinente soit-elle et tout aussi bien répartie sur l'ensemble du territoire national. Euh, Ça n'a rien à voir quand c'est la grosse machine qui se met en route je peux vous assurer que ça bouge. Et donc, on est très content que nos garçons aient été retenus dans le cadre du magistère pour la formation de l'ensemble des enseignants. C'est parti du rectorat de Créteil, ça va être étendu au niveau national. Donc, tous les outils qu'on a créés ces dernières années, avec le soutien des unes et des autres, voilà. Donc en fait, nous, on est très contents, ça progresse. Maintenant, il y a toujours une marge de progression possible. On ne peut pas parce que surtout, on a des points d'interrogation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu la situation dégradée sociopolitique, géopolitique dans les pays d'origine, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Je vous donne l'exemple du Mali. Moi, je dois recevoir à peu près une alerte par semaine sur l'augmentation des mariages forcés au Mali depuis l'arrivée des djihadistes. Et on ne va pas être aidé parce que si le pouvoir des militaires est repris par la théocratie musulmane malienne qui, je vous rappelle pour mémoire, remplissait des stades où ils expliquaient qu'il fallait exciser les enfants parce que c'était la culture et l'islam malien qui l'imposaient. On est mal parti là-dessus, hein, je veux dire, voilà. Et moi, tous les jours, toutes les semaines, je reçois l'augmentation des mariages forcés au Mali. Il n'y a pas une ligne sur les mutilations sexuelles féminines. On ne sait absolument pas ce qui s'y passe. Pareil sur le Burkina Faso, le pays a été à moitié, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, euh, envahi par les djihadistes, on n'a plus aucune nouvelle. Tous les pays qui ont rejoint l'ES, donc qui ont quitté, c'est les pays qui représentent le Sahel maintenant et qui ont voulu quitter toutes les instances internationales, que ce soit l'Union africaine, que ce soit tous les rapports qu'ils peuvent avoir avec les pays occidentaux. Aujourd'hui, on n'a plus aucune visibilité sur ce qui se passe. Voilà. Donc, autant, j'ai envie de dire, Denis Mukwege, quand il parle du Congo, avec je veux dire, l'écoute qu'il reçoit parce qu'il est prix Nobel de la paix, et tant mieux. Mais lui, il parle de femmes victimes de violences de guerre euh, dans un endroit extrêmement localisé, avec des situations absolument catastrophiques, parce que là, il ne s'agit pas d'intervenir sur la sexualité des femmes, de contrôler la sexualité des femmes. Il s'agit d'empêcher les femmes de se reproduire, de mettre au monde des enfants. Donc, ce que les soldats attaquent, c'est l'intégralité de leur appareil génital.
c'est en aucun cas uniquement la vulve et ses différents composants. Donc, on n'est pas sur les mêmes thématiques de Mukwege et nous-mêmes, même si on est extrêmement complémentaires et qu'on apprécie vraiment de travailler ensemble. Mais là, aujourd'hui, dans les pays en guerre, en Afrique, au Moyen-Orient, en guerre ou attaqués par les djihadistes, on n'a aucune visibilité. Et ce que je vous ai dit, le Covid qui nous a fait reculer la scolarisation des filles, je pense que vous connaissez l'apartheid qui existe actuellement en Afghanistan. Je pense que vous suivez avec attention tout ce qui se passe actuellement chez nos amies iraniennes. La première chose qu'on fait pour empêcher l'émancipation des femmes, c'est de leur interdire d'aller à l'école. Ça, ils ont compris. Ils ont bien compris une chose, c'est que l'émancipation des femmes et des hommes, de façon mixte, passe la scolarité et l'importance des enseignements. Donc là, aujourd'hui, autant moi j'ai des copines qui font des cours à distance pour des universitaires afghanes ou des étudiantes afghanes, elles réussissent quand même à faire des choses. Moi, j'ai personne aujourd'hui qui donne des cours au fin fond du Mali, au fin fond du Burkina Faso ou autre, parce qu'on n'a pas accès à l'électricité, parce qu'on n'a pas accès à tous les outils qu'on peut avoir dans un certain nombre de pays. Et je peux vous assurer que c'est une vraie, comment dire, c'est une véritable blessure pour les personnes qui travaillent depuis longtemps sur le sujet, même ceux qui travaillent depuis très récemment sur le sujet. C'est une terrible blessure pour tout le monde parce que on avait beaucoup progressé et là, on peut même plus dire si on régresse, si on avance, si on, etc. Donc là, dans 5 ans, je suis incapable de vous faire le même exposé parce que je n'aurai plus aucune donnée chiffrée fiable ou alors dans un trop petit nombre de pays euh, qui fait que ça n'aura pas une valeur scientifique. Voilà. Merci Isabelle. En tous les cas, il y a aussi le recul des conventions internationales, tu l'as souligné, tous les cadres normatifs qui sont remis en cause, en tous les cas, donc particulièrement sur ce sujet. Merci en tous les cas. On reviendra vers toi pour les questions et puis la dernière partie de notre table ronde. Donc, je vais passer la parole à Moira. Donc, Moira, tu vas pouvoir nous expliquer comment vous avez construit la première campagne d'excision par l'ensemble. Et puis, voilà, son impact aussi sur les jeunes femmes ici. Qu'est-ce qu'il y a eu comme suite? Et puis, comment on peut encore aussi faire évoluer toutes ces campagnes de prévention de la mutilation sexuelle féminine. Voilà, on a noté après. Intervenante et intervenant. Bonsoir. Alors, vous avez devant vous 3 anciens présidents. Bonsoir, Daniel. Du collectif Excision Parlons-en. Moi, je m'occupe plus d'excision en ce moment, mais je m'occupe de lutte contre le sexisme et de différentes autres choses. Donc, je peux vous parler de comment s'était créé ce collectif. C'était en 2013 et c'était un homme qui a eu l'idée de le créer. Après, c'était plutôt des femmes qui étaient dans le collectif, mais il y avait quand même 1 ou 2 hommes qui représentaient des différentes grosses associations. Et cet homme, c'est Louis Guinamar, qui avait vécu en Égypte et il était journaliste, il était au Congo aussi, il a écrit des livres. Et il s'était rendu compte avec stupéfaction qu'en Égypte, il y avait à l'époque 97% des femmes qui étaient excisées, quelque chose comme ça. Il était revenu absolument scandalisé, il avait découvert un peu de problème là-bas. Et il est revenu, comme c'est vraiment un activiste militant dans l'âme, je me souviens qu'il m'avait contacté sans doute en 2013 et j'avais été responsable de la commission femmes d'Amnesty International. On avait fait à l'époque, dans les années 2000, pendant 8 ans, une grande campagne contre les violences faites aux femmes sur la planète. Et à chaque fois, comme vous savez, Amnesty fait des rapports, donc on avait touché énormément de sujets, aussi bien les crimes d'honneur que les violences domestiques, etc., les femmes en Corée qui avaient été transformées en esclaves sexuels par le Japon. Enfin, bref, et à un moment où nous, on avait dit, mais les mutilations sexuelles féminines, pourquoi on ne fait pas un rapport là-dessus? Et Amnesty International nous avait répondu, laissons donc les militantes africaines s'en occuper. Bon, on avait dit, mais il y avait tellement de boulot par ailleurs qu'on avait dit d'accord. Donc, il m'avait approché, Louis Guinamar, en me disant, est-ce qu'Amnesty pourrait s'engager avec nous dans le collectif? J'avais dit, non, on ne compte pas là-dessus, les mutilations génitales, c'est laissé aux femmes africaines. Mais quand même, j'avais dit que moi, ça m'intéressait. Donc, on a fini par constituer un collectif d'une vingtaine d'associations
Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup ce travail en collectif, la créer d'un collectif, ensemble contre le sexisme et d'un collectif de 40 associations aussi. Enfin bon, c'est une façon de mutualiser tout ce qu'on fait. Et parmi les associations qui étaient là, certaines, pour le planning féminin, ne travaillaient pas spécifiquement sur les mutilations sexuelles, mais ça fait partie de son travail. Il y avait évidemment le GAMS dès le départ. Et, euh, et donc, on a réuni aussi bien des normes d'associations, Femmes Solidaires, le planning, ou des toutes petites qui travaillaient sur, par exemple, l'excision au Kenya. C'était très varié et c'était très enrichissant. Alors, ce qu'on a voulu faire dès le départ, il y avait trois objectifs. C'était donc une expertise, se mettre ensemble, parce que comme on travaillait différemment sur le sujet, on avait des connaissances, une méthode de travail différente. Donc, se mettre ensemble. Du plaidoyer, d'aller à la rencontre des pouvoirs publics, aussi bien locaux que nationaux ou internationaux, et de façon à remettre ce travail sur l'excision et sur les mutilations génitales féminines dans l'agenda des gouvernements en France, mais aussi ailleurs. Parce qu'on s'était rendu compte, pourquoi Louis a voulu faire quelque chose, il avait été très choqué en Égypte, il s'est informé, comme tout bon journaliste, il a vu qu'il y en avait quand même énormément dans le monde, et il s'est rendu compte qu'en France, bon, voilà, comme disait Amnesty International, laissons le problème aux femmes concernées. Et puis il s'est rendu compte que la France était concernée aussi. Donc on s'est dit, il faut absolument que la France, le gouvernement, mais aussi les Français, les citoyens, les professeurs dans les écoles, les infirmières, etc., sachent de quoi il s'agit. D'abord, de quoi il s'agit, parce qu'on en parlait pas tellement, on en parlait avant, il y a eu la loi, bien sûr, dans les années 90, mais c'était du genre, bah voilà, ça ne nous concerne pas, c'est horrible, c'est dramatique, mais voilà, on ne sait pas et on ne travaille pas là-dessus, à part le GAMS, bien sûr. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme, braquer le projecteur sur l'excision et que ça représente un des aspects, un des visages des violences envers les femmes dans le monde. Donc, il y avait cet axe un peu bon, sur la santé, etc., mais aussi féministe. Remettre ces violences dans ce qu'elles représentent dans ce domaine des violences sexistes et sexuelles, comme on dit maintenant. Et puis, donc, on s'est dit, ce qui compte, puisqu'on était journalistes, moi aussi, et on était tous et toutes persuadés que ce qui comptait, c'était la sensibilisation et la communication. Donc, donc c'était en 2013. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de faire un site web qu'on a fait dès 2013 avec tous les chiffres qu'on avait à l'époque. Ce site s'est évidemment amélioré avec le temps, avec tout ce qu'on a pu mettre dessus. Et on a contacté les médias on a fait beaucoup de rencontres. Des rencontres ont été soutenues par le ministère des Affaires étrangères, par le ministère des Droits des Femmes, le secrétariat d'État aux droits des femmes. Donc, on a fait pas mal de colloques, même internationaux. On a fait venir des gens d'Afrique ou d'ailleurs. Et histoire de sensibiliser d'abord les responsables, le gouvernement et les autorités. Et puis, on s'est dit, il faut absolument, ce site, il est formidable, mais il faut aussi faire des campagnes. Donc, on a lancé une belle campagne en 2017 qui a été continuée en 2018, qui s'appelle Alerte et Excision. Donc, il y a eu, on s'est dit, il faut absolument la mettre sur les réseaux sociaux, c'est ça qui compte, déjà à cette époque-là, il y a 10 ans. On a fait des affiches. Alors là, j'en ai retrouvé une dans mes archives, si tu veux l'ouvrir. Et cette campagne, qui était franchement assez réussie, s'adressait donc aux jeunes filles françaises nées en France, de familles d'origine de pays où on pratiquait l'excision, qui, bien sûr, n'étaient pas excisées normalement en France, puisque les parents avaient quand même compris que c'était totalement interdit. Et beaucoup de parents, déjà, n'avaient pas du tout envie que leurs filles soient excisées. Mais on s'est rendu compte que c'était, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, lors des vacances scolaires, pendant les grandes vacances, que ces petites filles allaient voir la famille, les grands-mères, les tantes, enfin la famille. Et que même si les parents ne voulaient pas que leur petite fille soit excisée, elles risquaient de l'être. Donc, on s'est dit, c'est vers ces petites filles-là, ces jeunes filles, parce que ça pouvait, c'était plutôt lorsqu'elles pouvaient partir à l'âge du collège, par exemple, vers ces petites filles qu'il fallait faire une campagne. Donc, on a fait des vidéos, à l'époque, qui étaient donc sur les réseaux sociaux,
On a fait une campagne d'affichage qui a été très soutenue par les bus et les abribus et tout ça de JC Deco et par les bus aussi dans différentes régions de France. J'en ai même, il y en a eu dans le métro, pas les grandes affiches que tout le monde voit, mais des petites affiches qui étaient quand même dans le métro parisien. Enfin bon, on pense que ça a touché. Parallèlement, on a donné la possibilité aux enseignants dans les écoles d'imprimer les affiches, de faire circuler les vidéos, et beaucoup d'entre nous ont pu aller dans des établissements pour parler. Et je voulais vous partager une expérience que j'ai eue dans un établissement, un lycée à Pont-la-Ville, je crois. Et la professeure, ou une ou deux professeurs, étaient tout à fait pour qu'on vienne parler de l'excision. Mais je me suis retrouvée devant, je ne sais plus, 50 élèves, moitié garçons, moitié filles. Donc j'ai parlé à des filles qui me regardaient avec des grands yeux, puis qui buvaient mes paroles et à des garçons qui ricanaient dans le fond de la classe et qui regardaient leur téléphone pour avoir l'air surtout de ne pas écouter. Et quand j'ai posé quelques questions, et je suppose que tout ça, ça me rappelle quelque chose, j'ai posé est-ce que quelqu'un veut poser des questions, est-ce qu'on peut échanger? J'ai bien vu que personne ne réagissait. Les filles auraient aimé poser des questions, mais elles ne voulaient pas dire que ça avait dû être excisé ou qu'elles avaient déjà été. Elles ne voulaient surtout pas parler d'un problème aussi personnel devant les garçons de la classe, des classes. Donc, mais malgré tout, on a fait beaucoup de ce genre de choses. Et puis, dans la deuxième année, en 2018, on a fait un chat de campagne qui était géré par l'association qui est ici. En avant tout. En avant toutes, voilà. Chat commence. Voilà, donc pas mal de jeunes filles qui se posaient des questions ont pu téléphoner. Donc ça, cette campagne qui, je tiens à vous le dire, continue. Il y a eu une campagne en 2025 parce que Excision Parlons-en a ses bureaux ici. Nous, on était un réseau à l'époque d'une bonne vingtaine de grosses associations et de grosses et petites. Maintenant, je crois qu'elles sont 8, donc c'est moins important, mais ça continue. Et donc, elles ont refait une campagne l'année dernière. Par exemple, nous avions Gynécologie sans frontières, le Bureau catholique de l'enfance, le GAMS, SOS Africaine en danger, Femmes solidaires, l'Institut en santé génésique de Pierre Mendès, Équilibre et population, la clé, enfin il y avait et la chaire UNESCO en santé sexuelle et les droits humains. Donc c'était très varié. Et moi, j'ai quitté, donc je ne sais plus en quelle année, mais vers le Covid. J'avoue que j'étais assez contente du travail qu'on avait fait. J'avais été assez contente un jour aussi quand le président Macron a pris ses fonctions et que le 25 novembre suivant, il a réuni toutes les associations de défense des droits des femmes à l'Élysée et qu'il a parlé pendant à peu près 2 minutes sans notes sur l'excision, en incluant l'excision et les mutilations génitales féminines dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Sur le moment, je me suis dit, ah, formidable, formidable. Bon, ce sont des gouvernements, ils parlent bien, le gouvernement français parle pas mal, assez régulièrement. Quand je vais à l'ONU, je les entends parler, je me dis, bah, quand même, c'est bien. Et puis après, il y a l'action qui ne suit pas toujours. Et sinon, on avait fait un photo-reportage qu'on avait fait diffuser un peu dans différents endroits en France. Les gens pouvaient nous le louer, on leur envoyait. C'était sur asile et excision. Donc, c'était des portraits de femmes africaines souvent. Et avec tout un petit texte qui expliquait leur parcours. Euh, et ce que je voulais. Donc, je pense qu'on a quand même mis l'excision à l'agenda, justement, ce qu'on voulait faire. Et on a eu énormément de presse, hein, que ce soit du Monde à des petites stations de banlieue ou n'importe, je ne me souviens plus où j'ai été parler, mais des endroits tout à fait improbables. Donc, vraiment, le fait d'être en réseau et de se mettre ensemble pour agir, ça marche. Voilà. Et par contre, je voulais juste terminer en citant Linda Belturiel qui est ici, et j'en suis ravie. Et cette phrase que j'ai lue d'elle et que je répétais assez souvent, l'excision, il ne faut pas dire que ça ne nous concerne pas. Qu'on soit féministe ou qu'on ne le soit pas, c'est une violence faite aux femmes. Et si on est scandalisé par ça, il faut agir. Et elle disait, elle avait dit, si c'était des petites filles blondes aux yeux bleus, on trouverait ça scandaleux. Là, on se dit, on est moins scandalisé. Et c'est un scandale. Voilà.
Merci Moira. Et puis, ce que tu dis, effectivement, je pense qu'Excision, parlons-en, je crois qu'ils ont une campagne qui va sortir dans quelques jours. Toujours la même. Donc, c'est très bien que ça puisse continuer. Qu'on ait des moyens aussi hein, pour continuer à faire ces campagnes de communication. Et d'autant qu'il faut toujours informer, puisque dans certaines instances, je vois bien que les informations et les fausses informations circulent et d'où l'importance de continuer à former, à informer à lutter contre cette forme de violence. Donc, on a le plaisir d'accueillir Diarata qui va nous parler. Diariatou, voilà, j'ai dit que je n'y arriverais pas, et donc voilà. Qui va nous parler de son expérience aussi, du continuum des violences euh, qu'elle a vécues dans son histoire, sur son parcours, les actions voilà, que vous menez avec votre association aussi, que vous avez créée. Et puis, on posera aussi la question peut-être de l'évolution de vos actions pour l'avenir. Je vous laisse la parole. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Le micro. Appuyez sur le bouton. C'est bon. Voilà, non. Il était allé, je pense. Voilà, là, vous m'entendez. Bon, bonsoir à vous toutes et à vous tous. En tout cas, merci la clé, merci Moira, merci pour l'invitation. Donc, c'est toujours important de parler, d'en parler, parce que plus on en parle, plus on comprend comment ça avance, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Donc, pour me présenter, je suis Diarra Touba, la présidente de l'association Espoir et Combat des femmes, ancienne présidente d'Excellent Parlement. Donc, voilà, pour revenir un peu, pour résumer quelques lignes par rapport à mon parcours, je suis née et grandie en Guinée-Conakry, dans une grande famille. De 2 ans à 10 ans, j'étais élevée dans la très partie de la Guinée. J'ai vécu avec une grand-mère formidable qui m'a élevée. Ensuite, à l'âge de 8 ans, j'étais exilée malheureusement, comme toutes les petites filles. Donc, jusqu'à l'âge de 20 ans, je pensais que tout le monde était exilé, que l'excision, toutes les femmes les subissaient, parce que c'était normal, c'était tellement ancré dans ma tête. Donc, c'est à 20 ans, j'ai compris que l'excision, c'était pas normal. Et ensuite, comme elle m'a présenté, donc, j'ai subi différents types de violences. Celle de cette petite fille, pour apprendre à lire et à écrire, bah, c'était compliqué parce que quand je suis revenue à Conakry, ma grand-mère, elle est décédée, je suis revenue à Conakry dans cette grande famille où il y a ces 4 femmes, plus de 30 enfants, où bah, en fait, on me réduisait aux tâches ménagères, à aider ma mère et en me disant que de toute façon, bientôt tu vas être mariée, donc ça ne sert à rien, d'aller apprendre à lire et à écrire. Ensuite, on m'a mariée de force à l'âge de 13 ans et demi, j'allais avoir mes 14 ans. Donc, après un long parcours immigratoire de la Guinée à Hollande, j'étais aux Pays-Bas, à Rotterdam, où j'ai vécu des violences très, très difficiles. L'isolement, je parlais pas la langue, des violences, des pertes de grossesse. Et ensuite, on est venu ici en France. Ici en France, plus le temps passé, je l'ai laissé aller. J'avais la tête d'un enfant contre une femme. Ça m'est arrivé de monter jusqu'à 145 kilos. Et aussi d'être isolée, bah, de continuer dans des violences très, très difficiles. Il a fallu longtemps de comprendre comme les femmes victimes de violences ont subi tous ces types de violences, c'est d'avoir le déclic, c'est de savoir qu'on peut partir, c'est de savoir qu'on peut se reconstruire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a vécu? Donc il a fallu que je quitte cet homme grâce à une émission de télé où j'ai vu des femmes qu'on racontait leur histoire, qu'on parlait des associations, des assistants sociaux. Et à l'époque, je parlais très peu le français. En trois, si je parlais, on avait du mal à comprendre ce que je racontais. Donc ensuite, je suis partie à la mairie, j'ai demandé c'était quoi AS. On a mis longtemps pour trouver c'était quoi AS. Ensuite, j'ai eu des services sociaux, j'ai eu des associations comme Bois d'Arobel à Saint-Denis, les Lilas, les différentes femmes qui se sont mises autour de moi pour m'accompagner, me soutenir. Et j'ai quitté cet homme quand il est venu. Quand il m'a mariée, il avait 45 ans. Moi, j'ai mes 14 ans quand je suis arrivée en Hollande. Donc, pour l'éviter, ça a été difficile parce qu'au début, il pense que si je partais, j'allais revenir. Il y a aussi cette nœud familiale, qu'est-ce qu'il dire à la famille, celui qui t'a fait venir, l'honneur aussi, la réputation par rapport aux parents, surtout par rapport aux mères, parce qu'elles-mêmes, elles ont subi le même violence que moi. Pour savoir, ma mère a été mariée à 13 ans et demi. Donc, c'est quelque chose qui est une continuité, même si aujourd'hui, je me bats pour que cette continuité se rompe difficilement.
Donc voilà, ensuite, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est par rapport à l'excision, parce que je suis aidée sur l'éducation. C'est pour vous expliquer toute cette chaîne qui est difficile à rompre, difficile à déminer. Donc, comme on dit, il est sorti en déni, on m'a volé mon enfance, et tout ça. Donc, j'ai vécu les 5-15, comme beaucoup de femmes. Et aussi, grâce à une sociale enfant, j'ai signé un contrat de mes 18 à mes 21 ans qui m'ont permis d'être dans un endroit où je pouvais enfin me poser, travailler sur ce que j'ai vécu parce que j'étais très en colère. En fait, quand on quitte tout ça, c'est comme si tout ce qu'on a subi se réveille à nous. On se rend compte que on a vécu des choses injustes et aussi on perd notre identité. Comment on reconstruit cette identité? Donc, au début, j'étais en colère. Ensuite, j'étais dans la compréhension grâce à la travail psychologique, ce que j'ai dit aux femmes. Travailler sur ce qui vous est arrivé, sur ce que vous avez vécu pour prendre du recul. Parce que si on ne prend pas de recul, on ne peut pas aller loin. Ou bien on peut aller loin, mais dans la colère. Parce que, comme on dit sur les différentes violences, il y a ceux qui vont le reproduire, il y a ceux qui vont essayer de se vider les sacs et devenir les gens qui redonnent ce qu'ils ont vécu positivement, en tout cas par rapport aux gens qui m'ont aidé. Donc, moi, ce qui était important, c'était redonner. C'est de redonner sens aux autres. C'est dire qu'on peut être frappé, violé à répétition, mais on peut se relever. Se relever sans détruire, sans prendre le coup, parce que j'aurais pu aussi porter plainte, j'aurais pu faire ce jugement, même si je encourage à toutes les femmes de trouver le moyen de se soigner. Est-ce que c'est à travers la justice? Est-ce que c'est à travers de trouver un travail épanoui? Est-ce que c'est de refaire sa vie? Le plus important, c'est de trouver quelque chose qui nous parle, qui nous aide à aller de l'avant. Parce que rien ne peut détruire celui qui nous a fait du mal, montrer qu'on est debout malgré tout ce qui nous est arrivé. Donc, voilà, par rapport à l'excision, je me suis dit, et par rapport à toutes ces violences que je subis, je me suis dit qu'il fallait créer une association pour venir en aide aux femmes victimes de violences et aussi m'engager, comme je me suis engagée dans différentes associations comme les Pygmies Soumises, Damson a longtemps, on travaille toujours ensemble, à Excision Parlons-en, parce que c'était important pour moi, c'était la seule chose qui animait mon quotidien, c'est de redonner, c'est de témoigner, c'est de donner la force et le courage à toutes ces femmes qui ont subi la même chose que moi. En 2008, j'ai fait une campagne de sensibilisation grâce à des soutiens des associations comme GAMS et d'autres pour aller en Guinée et sensibiliser là-bas autour des violences, autour des mariages forcés et l'excision. Et à l'époque, on en parlait très peu à la télé ou en tout cas dans les espaces publics de l'excision. On pourrait parler un peu des violences, mais quand j'en parlais, quand je témoignais de ce qui m'est arrivé, les journalistes étaient souvent gênés à ma place. Et aujourd'hui, je suis ravie de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui se soulèvent, qui témoignent, qui parlent, qui créent des associations. Ça montre que les lignes bougent. Mais les lignes bougent tout doucement parce que dans nos pays, dans d'autres pays où c'est pratiqué l'excision, parce que comme on vous a dit, c'est pas que la Guinée, c'est dans différentes parties dans le monde, il y a plus de 29 pays dans le monde qui pratiquent l'excision, c'est important de le dire. Parce que l'État qui vote les lois, ben, il range les lois dans les bibliothèques, enfin, dans les tiroirs. Ils sont appelés par comment maintenir un pouvoir, comment faire plaisir à eux-mêmes que d'aller vers des lois comme les droits. Déjà, les droits de l'homme sont bafoués. Imaginez-vous les droits de la femme. Donc, c'est pour ça l'excision avance tout doucement, surtout en Guinée, parce qu'en Guinée, bah, les autorités ils sont plutôt dans la parette que d'aller dans le concret. Moi, je les ai vus plusieurs fois le 6 février, souvent fait avec la danse, le chant, mais il y a très peu de chiffres, il y a très peu de concret, même s'il y a beaucoup d'associations que je n'ai pu applaudir, qui aujourd'hui, qui luttent quotidiennement avec les communautés pour que l'excision arrête. Pourquoi ça ne s'arrête pas aussi? C'est parce que chacun attend que ce soit l'autre qui arrête l'excision. Parce que c'est lui qui arrête, c'est lui qui trahit, que c'est lui qui a trahi les siens. Et surtout, cette campagne qu'on a lancée en 2000, c'est en 2023, c'est ça? Ok. Là, la médicalisation, c'était en 2024. 2024. Voilà, 2024, on a lancé cette campagne dans la médicalisation parce qu'on a constaté, en fait, par exemple, un pays comme la Guinée, bah, aujourd'hui, on pratique plus l'excision via la médicalisation. Parce que les exciseuses lambda, il y en a qui ont arrêté à travers les campagnes de sensibilisation, etc. Par contre, certains médecins disent, bah, surtout ça se passe dans des cliniques isolées, pas dans des hôpitaux en disant bah c'est propre, c'est hygiène, c'est moins douloureux. Du coup, je peux exciser votre petit sans que personne soit au courant.
c'est fait en sous-marin, mais c'est très courant, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Et c'est là, je parle de la Guinée parce que c'est un des pays où c'est plus pratiqué. Somalie, c'est la même chose. En Égypte, c'est la même chose, je pense. Donc, on en est là, c'est pour ça ça n'avance pas. Mais plus on en parle, plus c'est important. Déjà, de casser le relativisme culturel pour certaines personnes qui sont susceptibles de penser que ça ne appartient qu'aux autres, que ça ne appartient pas à nous. Et deuxièmement, c'est aussi de bousculer les mentalités pour ceux qui continuent de le pratiquer en disant c'est notre culture et ça nous appartient à nous et comme on a vécu ça depuis des générations, on doit le continuer. Et pour que ça s'arrête, c'est collectivement, c'est continuer d'en parler, c'est de soutenir les associations, c'est faire la pédagogie sans être dans le mépris, parce que pour certains parents, bah, ils font pas mal, ils font ça parce que ils ont connu ça depuis toujours. Mais voilà, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un sujet tabou, ça va de plus en plus. En tout cas, notre association, elle a cette vocation de travailler en réseau, de être dans le féminisme universel, c'est-à-dire pour moi, le féminisme, elle n'a pas de couleur de peau, elle n'a pas d'origine. Il faut qu'on s'entraide entre nous, en fait. Parce que pour moi, c'est plus on est ensemble, plus on va avancer ensemble. Et si on se met de notre côté, ici en France, on est troisième génération féministe, c'est pas pour autant les choses sont acquises. En Guinée, on est au ABCD de féminisme. Parce que bah, la prise de conscience, elle est longue. Même nous qui ont pris conscience, qui essaient de se reconstruire, parfois on nous tire vers le bas pour revenir dans ce qu'on lutte contre. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué, c'est ancré, mais c'est toutes et tous ensemble qu'on peut y arriver. Derrière tout. Juste pour demander, est-ce que votre association, donc vous faites des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires, quelle est votre action avec l'association à la fois en France et en Guinée? Vous avez déjà donné quelques éléments, mais est-ce que vous êtes nombreux? Est-ce que vous avez assez de moyens? Comment ça se passe pour vous? Alors, nous, on est des bénévoles, on est situés à Romainville. On fait des permanences d'accueil une fois par mois par rapport aux femmes victimes de violences. On reçoit surtout des femmes qui ont fui de leur pays avec leurs petites filles qui sont demandeurs d'asile. On ne fait pas beaucoup d'interventions scolaires, on en fait occasionnellement, mais surtout, c'est l'accueil et aussi les campagnes de sensibilisation qu'on organise avec les différentes associations. Et des fois, ben, on soutient des associations qui sont en Guinée, qui luttent au quotidien là. Il y a combien à peu près d'associations en Guinée? Est-ce que vous avez une idée? C'est des petites structures qui sont en milieu urbain, en milieu rural? Comment ça se passe? Elles ont un peu un réseau? Il y en a beaucoup au jour d'aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui se créent, heureusement. Mais il y en a quelques-uns qui sont connus comme le club des jeunes filles, qui a Idrissa, elle avait créé et tout, qui continue, c'est l'une des associations parmi les plus connues. Après, il y a l'ONU aussi sur place, il y a UNICEF. Et tous les jours, je pense qu'il y a des associations qui se créent. Et je n'ai pas de chiffres, je ne pourrais pas vous donner de chiffres sur le nombre des associations qu'il y a en Guinée. En tout cas, je sais qu'il y en a de plus en plus. Eh bien, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur une amélioration, voilà, dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines? Qu'est-ce qui vous semblerait essentiel pour vous? Ce qui serait essentiel, c'est que les lois soient pratiquées parce que je pense que la sensibilisation, on met tous les paquets là-dessus. Et surtout, continuer à en parler, que l'éducation continue d'être un sujet assez important parce que c'est ça qui détruit les idées reçues, qui déconstruit une nouvelle génération. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Puisque vous avez parlé des interventions malheureusement en milieu médical et dans peut-être des dispensaires ou des cliniques privées, on va passer la parole à Pierre Foldès. Bonsoir Pierre. Et puis pour nous parler voilà, des demandes des femmes qui sont victimes de mutilations sexuelles, leur parcours dans la reconstruction. Voilà, qu'est-ce qui est possible pour ces femmes aujourd'hui en France ou ailleurs d'ailleurs dans le monde? On va parler aussi de la formation des professionnels, parce que je crois que vous formez beaucoup de professionnels. Voilà, quelles sont les suites finalement? Est-ce qu'il y a d'autres instituts qui proposent ces réparations et cette réhabilitation des femmes victimes? Bonsoir, je suis un privilégié parce que je suis tombé dedans du fait de ma participation. Je suis un médecin militaire, chirurgien militaire dès le départ.
Et j'ai découvert en fait le monde des mutilations sexuelles dans la sous-région. Je m'occupais à l'époque d'une des complications moins connues, mais tout aussi dramatiques de l'excision, qui sont les mutilations sexuelles féminines, qui sont absolument terribles. C'est 240 millions de femmes dans le monde. En fait, elles ont la même cause parce que ces mutilations terribles du fait d'accouchement traumatique, c'est bien sûr une mutilation sexuelle. Donc c'est là que j'ai essayé de m'y intéresser à l'époque, ça fait près de 40 ans maintenant. Et j'ai pu trouver, donc, découvrir une méthode pour pouvoir les opérer et les réparer, ce qui n'était pas forcément imaginable au début. En fait, l'événement qui est important, c'est que la médecine s'intéresse enfin à ça, parce que quand la médecine s'intéresse à quelque chose, on arrive à démonter les choses et voir ce que c'est. On a pu savoir ce que c'est une excision. Au début, c'était soit du fantasme, soit quelque chose qu'on ne précisait pas. Maintenant, on sait exactement ce qui se passe. On sait que ça peut être réparable. Ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est que à partir du moment où on commence à s'y intéresser, ben, vous avez des femmes qui viennent vers vous, pas forcément pour demander des réparations d'ailleurs, mais d'abord pour commencer à parler. C'est un événement incroyable, hein, des femmes qui pendant 10, 20, 30 ans ont vécu comme ça, puis commencent à se poser des questions. Elles arrivent dans un pays où l'image de la femme n'est pas la même, elles se posent des questions et elles viennent voir pour savoir un petit peu ce qu'elles ont, etc. Donc j'ai pu voir 10 000 femmes en consultation, 35 ans, et c'est la parole que je porte. Donc, ces femmes m'ont dit des choses et on a vu lors d'événements récents que cette parole, elle est souvent remise en cause, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas suffisamment d'écho. Et les associations que vous avez entendues sont un premier relais de mise en avant de leurs paroles. Et ces paroles, elles sont absolument indispensables à écouter, à mettre en avant, car elles montrent le chemin d'abord de ce qu'il faut faire. Elles disent combien l'excision, et c'est quelque chose qu'elles n'ont pas voulu, parce qu'il y a aussi des discours actuellement, même récents, qui mettent en cause ça, hein. Il y a des dangers de revenir en arrière. Toutes les luttes exemplaires qui arrivent, soit en Afrique, soit ici, sont menacées par des gens qui disent tout à fait normalement, bon, l'excision, c'est pas si mal, on peut vivre avec. On a fait en Guinée, il y a 3 ans, une étude absolument incroyable dans les villages de Guinée. C'est avec la coopération allemande, interrogé une dizaine de milliers de jeunes de 18 à 25 ans sur ce qu'ils pensaient de l'excision, s'il fallait continuer. Et ben, 60% des jeunes disent oui, il faut continuer, l'excision c'est bien, hein, c'est incroyable. Dans la Guinée, alors qu'il y a, comme tu viens de le dire, des actions militantes en profondeur depuis longtemps. Donc il y a une capacité de résistance à ces crimes qui est sous-estimée, je pense, hein. Et je pense qu'il faut que nous, puisqu'on est lancés dans ces luttes militantes, on n'est pas assez conscient qu'il y a autant de résistance. Et je crois qu'il faut vraiment continuer à se battre sur tous les plans. Et dans ces combats, ce qui me vient à l'esprit, moi, c'est surtout la parole même de ces femmes. À partir du moment où elles ont pu commencer à parler, elles ont bâti en fait le véritable discours sur les mutilations. Cette mutilation sexuelle, c'est très simplement une violence faite aux femmes, hein. Si on veut la résumer par une phrase, on m'a fait quelque chose que je n'ai pas vu. C'est extrêmement fort parce que c'est exactement une violence faite aux femmes et maintenant on se bat de mieux en mieux contre les violences faites aux femmes et on doit faire rentrer tout cet acquis de ce qu'on est en train de construire pour les mutilations sexuelles qui sont vraiment une violence parmi d'autres. Et la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand on fait ça à une jeune fille ou une petite fille dans un pays, eh bien, on crée en fait en elle une situation de violence potentielle, de victime potentielle pour n'importe quoi. Et elles sont bien sûr beaucoup plus fréquemment, 20 fois plus à peu près, victimes d'autres types de violences. Alors, il y a les mariages forcés, les violences intrafamiliales. Actuellement, moi, j'ai été nommé au comité à l'égalité où je co-préside la commission violence. Et cette année, nous rendons un rapport sur le continuum des violences dans la migration entre les pays d'origine, les pays de transit et les pays d'accueil. Et on s'aperçoit en fait que c'est particulièrement vrai pour les femmes victimes de mutilations sexuelles. Elles sont victimes de beaucoup plus de choses en plus.
Et c'est une situation absolument terrible qui va se répéter tout au long du processus de migration. Donc, faire ça à une petite fille, c'est encore beaucoup plus grave qu'on l'imaginait, hein. D'abord en sachant exactement ce qu'on leur fait et en sachant ce qu'elles deviennent. Donc, ça fait de nous effectivement des combattants, hein. Il faut se combattre, il faut se battre sur tous les fronts. Et quand on diffuse en fait cette connaissance à la fois chez nous mais dans les pays d'origine, là je rejoins, on arrive à convaincre des gens. On explique, par exemple, j'ai un petit exemple très simple. Il y a plusieurs années, quand on pouvait aller au Mali sans se faire couper en deux, j'ai été convoqué à une conférence d'imams. Il y avait 80 imams, alors parmi les plus radicaux, etc. Et il va parler leur de l'excision. Alors ils m'ont attendu, mais moi j'étais certain que j'allais me faire couper en morceaux. Ils disent, bon, celui-là, il va essayer de vendre sa chirurgie, etc. Il va dire l'excision, c'est mal. Je n'ai pas dit un mot de la chirurgie, j'ai surtout pas dit l'excision, c'est mal, mais j'aurais montré des images, j'aurais dit l'excision, c'est ça. Et je vous assure que ça les a vraiment fait reculer. Ils sont aperçus que c'était une violence inimaginable, que ça touchait la femme dans sa génitalité, dans sa sexualité, dans sa capacité de reproduire le clan. Et ça a été une arme incroyable, hein. Donc, c'est un petit exemple qui dit que la connaissance qu'on acquiert de nos combats, ça a une valeur énorme, ça a une puissance énorme et on peut vraiment faire changer les choses. Je crois donc qu'on est, je pense à un tournant, hein. Un de ces tournants, c'est que il y a des choses, il y a des pays comme le Burkina, par exemple, où il y a eu beaucoup de recul, même si ça revient en arrière, mais quand on regarde, et je veux que tu seras d'accord avec moi, Isabelle, il y a en fait des dangers de retour en arrière qui sont omniprésents et qui nous font très peur. La médicalisation, nous en humanitaire, on connaît ça très bien. Vous savez, quand vous allez faire de la médecine humanitaire, vous introduisez un changement de paradigme dans ce pays-là et vous créez en fait des choses que vous n'aviez pas vues. Un petit exemple qui va vous terrifier. Dans les années 80-90, la gynécologie, c'était en perte de vitesse dans toute l'Asie du Sud-Est. On a apporté des échographes pour équiper les gynécologues, qu'ils fassent plus attention aux femmes. Et ben, ces échographes, ils ont été utilisés par beaucoup pour tuer les bébés filles, pour qu'elles ne payent pas leur dot. Vous voyez, donc c'est ce genre d'erreur de jeunesse qu'on a tous fait. Et à chaque fois que vous faites quelque chose, il y a quelque chose dans la médicalisation de l'excision, c'est ça. Devant la criminalisation, merci Linda nous a montré le chemin, c'était elle, hein, chez nous, qui a réagi avant nous, bien avant nous, médecins. Donc, à partir du moment où vous dites que c'est mal, vous prouvez que c'est mal, eh bien, vont imaginer imiter l'excision, se cacher. Et donc, sous des faux prétextes, ils vont aller en faire voler le- les fruits de leur travail aux exciseuses, essayer de le masquer. Et c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, d'abord parce que la médecine soit utilisée pour faire un crime, moi personnellement, ça me révulse totalement. C'est une mise en cause même de la médecine. Il y a des énormes conséquences. Par exemple, on voit très bien à Conakry, par exemple, je reviens sur la Guinée, qui est à côté. Habituellement, les structures de soins sont des structures refuges. À partir du moment où dans ces structures de refuge, vous avez des gens qui commettent les crimes, elles perdent ce statut de refuge et cette symbolique. Et c'est terrible, c'est terrible. Et puis en plus, comme j'ai eu le privilège d'opérer des femmes qui ont été mutilées par des médecins, victimes donc de mutilations dites médicalisées, je me suis aperçu qu'en fait, la médicalisation, ça peut de temps en temps cacher l'excision, mais de temps en temps, ça casse, ça masque les vraies excisions. Et ces femmes qui arrivent, qui se plaignent d'avoir été excisées, arrivent à leur frein, elles demandent, puis elles sont examinées par des gynécologues qui n'ont pas été formés et qui disent, ben non, vous avez une vue normale, vous n'êtes pas excisé. Et la femme dit, mais je sais très bien ce qu'on m'a fait, j'ai vécu quelque chose de terrible, vous dites que je ne suis pas excisé. En fait, c'est ça le but de la médicalisation, c'est que ça va aller jusqu'à nier la réalité du crime. Eh bien, en les opérant, je me suis aperçu qu'en fait, malgré une apparence de normalité de leur vue, elles ont des véritables excisions dessous, et voire des excisions plus graves que si ça avait été fait par des exciseurs.
Vous voyez, ça c'est un petit exemple de ce qui nous montre ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, c'est d'abord les écouter, hein, les croire. Hein, c'est ça, on dit, hein, je pense qu'on fait beaucoup de formations auprès de FRA, auprès de tout le monde. Hein. Il faut croire les femmes. Il faut les accompagner. Les accompagner, c'est pas uniquement les opérer. Hein. Donc, moi, j'en ai vu beaucoup, mais j'en opère en gros qu'une sur trois parce que, comme tu l'as dit, elles sont victimes de tellement d'autres violences qu'il faut accompagner tout et c'est un véritable continuum et une globalité de la réponse. Donc, la chirurgie, c'est une possibilité, mais qui n'est pas forcément à mettre au premier plan. Donc, il faut continuer ça. Il faut continuer à en parler et nous sommes, je trouve, un petit peu au pied de la montagne, même si on commence à avoir des espoirs d'aller euh, d'abattre tout ça. Et pour moi, la plus grande source d'espoir, c'est la motivation de ces femmes sur le terrain. Hein. C'est notamment les jeunes qu'on arrive maintenant à former, militer, équiper et qui commencent à parler. Et quand elles parlent localement, elles le parlent d'une façon absolument extraordinaire. Pour moi, c'est un petit peu ce que j'ai dit le forum qu'on a eu le 30, là. Pour moi, c'est elles l'espoir. Si elles arrivent à monter en puissance, si la militance associative arrive à se structurer mieux, elles vont gagner ces combats parce que ce sont les premières concernées. Je vous assure que la puissance de leur parole dépasse tout ce qu'on peut dire ici. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre pour ces éléments. Je voulais donc revenir peut-être en dernier sur cet article qui est sorti en décembre fin 2025, un article sur lequel on a tous été particulièrement choqués, qui est intitulé, donc c'est une traduction de l'anglais, Les inconvénients de la campagne mondiale actuelle contre les mutilations génitales féminines. Pour résumer, donc, cet article indique examiner de manière critique les dommages causés par les discours, les campagnes mondiales contre les mutilations génitales féminines et les politiques anti-MGF, malgré leur fondement dans la défense des droits humains et de la santé. Alors, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont signé un communiqué en réaction à cet article. Voilà, je voulais savoir pourquoi vous aviez signé, enfin, j'imagine bien, mais pourquoi ce CP et quelle analyse vous faites de cet article, voilà, dont on ne veut pas. Ça fait partie des backlash, bien sûr, un des backlash, malheureusement, mais enfin, c'était particulièrement, quand on le lit, quand on l'analyse, particulièrement choquant. Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, c'est un article qui est signé par 17 anthropologues et avec une leader, qui est une femme qui s'appelle Simbai, qui est de Sierra Leone et qui est donc dans son discours, qu'elle a répété, elle dit, bah moi, je me suis fait exciser à 25 ans. J'étais beaucoup mieux après l'excision qu'avant. Je témoigne. Tout ce que vous dites, c'est partiellement faux. Peut-être que de temps en temps, ça fait mal, mais vous en dites trop, etc. Et cette femme, elle a notamment essayé de militer en Gambie pour le retour de l'excision, hein, qui était interdite en Gambie. Donc, ce sont des gens qui sont bien introduits, qui font énormément de mal parce qu'ils ont des réseaux. Et ces réseaux sont très, très dangereux parce qu'ils masquent, en fait, plus qu'une négation de ce qu'on peut dire, une espèce d'attitude vraiment antiféministe. Hein. Je juge totalement antiféministe, même si elle n'est pas masculiniste au départ, mais qui entretient quand même un crime masculiniste. Hein. Au départ, l'excision, c'est un crime d'homme. Hein. C'est le contrôle de la sexualité féminine de façon criminelle. Et il y a pas mal d'intellectuels qui nient un petit peu ça, et je crois que la réponse va renoncer leur donner des réponses là, le 30. D'ailleurs, après ce que j'ai dit, elle a repris la parole pour me dire, pour me répéter qu'elle se trouvait très bien. Et donc, j'ai dit un petit peu contrer son discours en disant que moi, en fait, j'ai dit, mais c'est quoi votre opinion? J'ai dit non, moi, j'ai pas d'opinion. Simplement, j'ai des milliers et des milliers de femmes qui me parlent, qui m'ont donné cette opinion et j'ai plutôt tendance à les croire. En plus, quand je les opère et je vois ce qui s'est fait,
je peux vous dire que j'ai plutôt l'impression que c'est autre chose. Isabelle. Oui, alors il faut situer un peu les choses dans leur contexte parce que je ne suis pas sûre que tout le monde suit exactement. Donc, en fait, de temps en temps, on a des articles dans les revues scientifiques. Donc, ce qui est assez terrorisant, en fait, c'est que pour publier un article dans une revue scientifique, vous devez être validé par vos pairs. C'est-à-dire que c'est pas un article, enfin, je ne dénigre pas le travail des journalistes ni la façon dont on arrive à vendre ou pas un article. Mais chez les scientifiques, voilà, ça veut dire que c'est cautionné par nos pairs si c'est publié dans une revue scientifique. Ça veut dire que ça porte quand même cette parole. Et donc, le problème, c'est que, pour tout vous raconter, cet article a été repris à Europe 1 par quelqu'un voilà, qui est dans la même mouvance que CNews et consorts. Donc, parfois, effectivement, les journalistes ne sont pas toujours, comment dire, l'objectivité n'est pas leur qualité première, on va dire. Voilà, ou en tout cas, ils considèrent que leur subjectivité est objective. On va dire ça comme ça. Donc, ça a fait un pataquès parce que peu de gens étaient au courant. Une publication dans une revue scientifique, je veux dire, à part les anthropologues et sociologues eux-mêmes qui s'y intéressent, pas grand monde. Euh, en plus, une revue américaine, donc comme vous le savez, c'est sûr qu'en France, on est très à l'aise avec la lecture, les lectures dans les langues étrangères. Comme vous le savez, c'est bien connu, bien évidemment. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai pour celles et ceux nés au XXIe siècle, mais alors celles qui sont nées au XXe siècle, c'est mort. C'est absolument mort, c'est fichu. Donc, donc, il y a la barrière de la langue, le fait que ce soit. Alors, ce n'est pas une revue confidentielle, il ne faut pas exagérer non plus, mais enfin, c'est une revue parmi d'autres. Quand Pierre Follès publie un article dans le Lancet, si vous voulez, moi, ça me fait beaucoup plus plaisir. Parce que là, il y a une vraie reconnaissance des pairs. Et là, elle est importante parce que c'est une revue reconnue internationalement par tout le monde. Ça, c'est un bulletin parmi d'autres. Bref, donc suite à ce que Madame Bastier nous a donc annoncé comme ça, en disant, mais vous voyez, enfin, grosso modo, même celles qui l'ont subi trouvent que c'est génial, donc pourquoi est-ce qu'on en parlerait, hein, franchement, encore une idée foireuse des féministes. Et puis encore une façon de dire, de toute façon, ce sont des sauvages et des barbares, vous l'avez bien dit. Donc, vous voyez, même eux défendent leur propre violence. Enfin, bon, je vous la fais rapide, vous aurez compris, dans les détails. Donc, à la suite de ça, il y a une réaction très forte, effectivement, des associations qui militent contre ces pratiques. Derrière tout, la gentillesse de rappeler qu'on a collaboré à différentes actions récemment contre la médicalisation, mais aussi quelque chose dont je suis très fière, qui est le changement de paradigme et considérer que la majorité des parents sont protecteurs, ne sont pas des parents qui sont dans l'intentionnalité de faire du mal à leurs enfants. Ça me paraît quand même un minimum. Je crois qu'on a assez répété que les parents étaient tous des sauvages et des barbares et souhaitaient faire pour leurs enfants. Voilà, donc à partir de là, on a changé ça. Et là, actuellement, on est sur un projet le 6 février prochain, qui est la Journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines, d'organiser une minute de silence à destination des personnes qui ont subi, des personnes qui risquent de subir, et pour montrer notre solidarité, comme l'a souligné Dariatou. Donc, on est toujours en train euh, de réfléchir à plusieurs, parce que Moira l'a dit à juste titre, c'est ensemble qu'on y arrive, et c'est pas en avançant, en dispersé. Il faut vraiment mutualiser nos forces. La grande force de Dariatou, c'est d'être capable de surmonter les obstacles les plus incroyables du monde et de quand même être dans la résilience et de réunir tout le monde et d'être toujours dans la volonté de faire taire les différences et de mettre en avant ce qu'on a en commun. Ce qu'on a en commun, c'est la lutte contre la mutilation sexuelle féminine. Donc, grâce à elle, régulièrement, on a des grandes actions comme ça. Parfois, c'est au mois de mars, parfois, c'est au mois de juin, là, c'est au mois de février. On l'avait fait une première fois au mois de février, parce qu'elle nous avait quand même entraîné, pour tout vous dire, à 6 février. 6 février, à Paris, il gelait à Pierrefonds. Nous étions à la Fontaine des Innocents, au Halles, hein, vous voyez ce que je veux dire, dans un environnement, il faisait un froid, je vous laisse imaginer. Et elle a réussi à mobiliser au moins une centaine de personnes qui sont venues pour dire non, on n'est pas d'accord avec l'utilisation sexuelle. Donc, c'est pour vous montrer que si on s'y met tous, ces personnes-là, on va les faire taire. Mais
ce qui est le plus important pour ce genre de personnes, ils n'entendent que la parole scientifique et portée par des scientifiques. C'est-à-dire qu'on peut faire un article dans Marianne et ailleurs, ce qui a été le cas, on peut faire des communiqués de presse, ça les atteint pas, ça les intéresse pas parce que c'est pas validé par des pairs. Donc là, l'idée, c'est qu'on va leur faire un petit article scientifique. Alors déjà, je suis manque de peau pour eux, je suis invitée à Aix-Marseille par toutes les jeunes doctorantes des universités Aix-Marseille au mois de mars. Donc déjà, je produis déjà une communication, je leur casse la figure scientifiquement. Et au retour de ma copine, le docteur Sarah Abramovic, que certains ont peut-être entendu parler, qui est le médecin qui fait de la réparation, notamment à Montreuil. On va se prendre notre petit article scientifique à nous, hein. Donc, double regard d'un médecin chirurgien, gynéco-obs et puis d'une vieille sociologue. Voilà, je pense que ça va avoir son petit cacahuète. Ça n'aura aucun intérêt. Alors, bien sûr, on ne parlera pas de nous sur Europe 1 et Eugénie Bastier ne parlera pas de nous. Mais nous, au moins, on aura l'impression d'avoir défendu la cause au niveau des scientifiques. Parce que j'avoue que j'en ai un petit peu marre actuellement de retourner 50 ans en arrière. Sur les droits des femmes actuellement, c'est plus qu'un backlash. C'est la vie que nous proposent ces tradwives, enfin, pour faire rapide, n'est même pas la vie que ma mère ou ma grand-mère ont vécue. En fait, c'est ça. Ma grand-mère peut-être un peu plus. Mais ma mère et ma grand-mère n'étaient pas des femmes au foyer qui attendaient le retour du mari le soir pour lui préparer de bons petits plats, qui l'emmène au restaurant et qui ne la laisse pas choisir le menu puisque c'est monsieur qui sait mieux que madame. C'est ça que je propose aujourd'hui hein, comme vision des rapports hommes-femmes. Alors, a fortiori, si ça touche des personnes issues ou héritières des immigrations, on peut faire du féminisme à bas prix. Voilà, donc on se retrouve avec, comment elle s'appelle cette situation les nanas là, les féministes RN, voilà, Némésis, qui utilise bien sûr toutes les thèses féministes qui consistent à casser du sucre sur le dos sur les immigrés, les personnes issues des immigrations et les héritiers et les héritières. Donc actuellement, croyez-moi que, et je suis contente que la HCE effectivement ait alerté là récemment sur les dangers du masculinisme, parce que je pense que pour l'instant, on ne se rend absolument pas compte du danger que ça représente. Ça représente un danger physiquement parce qu'il tue des femmes. Ça, voilà, c'est mortifère. C'est un danger parce que ils nous font régresser d'une façon inqualifiable. Et quand malheureusement on n'a pas de chance et qu'on a aux commandes que des hommes pour faire la guerre et pas de femmes pour pouvoir faire la paix, en ce moment c'est un peu compliqué. Donc soutenez-nous, c'est important, on en a besoin, on a besoin de force. La minute de silence, c'est à midi, hein, c'est ça? Alors, la minute de silence, c'est à midi. Pour les Parisiens, c'est à la mairie du 11e arrondissement. Rendez-vous métro Voltaire à 11h45. Pour les franciliens, rendez-vous à 11h30 devant la mairie de Drancy. Ça, c'est en Seine-Saint-Denis. Pour les personnes qui sont dans les Hauts-de-Seine, il va y avoir une minute de silence qu'on va enregistrer jeudi dans le cadre de la journée soutenue par le Secours populaire, qui est la journée pour lutter pour les personnes oubliées du droit et de la santé. Donc voilà, il va y avoir, et puis alors il y a tous les lieux où les gens vont le faire sur leur lieu de travail ou entre associations. Moi j'ai des jeunes femmes qui m'ont dit, je vais faire un live et puis je vais t'envoyer. Voilà. Tout est possible. L'idée, c'est simplement qu'on montre qu'à un moment donné de l'année, alors c'est insuffisant, bien évidemment, on est bien d'accord. Il ne faut pas parler des violences faites aux femmes que le 25 novembre, de l'égalité femmes-hommes que le 8 mars et des mutilations sexuelles féminines que le 6 février. Mais malheureusement, c'est des façons qu'on a, version 21e siècle, d'intéresser les gens à nos thématiques. Je pense qu'Isabelle a très bien tout dit, juste par rapport à cet article où elle nous a tous un peu heurtés, parce que voilà, on lit toutes et tous quotidiennement pour que cette cause avance, pour que ce soit plus tabou, que l'excision arrête à un moment donné. Et quand on a des articles
comme celui-là, c'est bien sûr que ça nous révolte, on était en colère. Mais je pense qu'il faut rassembler, il faut unir, il faut montrer, c'est plus on est unis, plus on est solidaire, plus on peut avancer par rapport à la cause et que il faut pas être dans la division parce que si on est en division, ben, c'est eux qui vont gagner du terrain. Et l'idée, c'est que nous, on est là pour déconstruire les idées reçues et de casser le relativisme culturel et aussi encourager bah, que tout ça devienne populaire et qu'il y a moins de violence. Et je pense que les violences, ça touche tout le monde. Et partir du moment où on est unis tous ensemble, on aura plus de pouvoir face à tout ça. Merci beaucoup. Et puis, bon, on espère que le rapport du HCE qu'on est en train de rédiger va avoir aussi des recommandations qui seront suivies des faits. Voilà, donc peut-être on peut passer aux questions. Je ne sais pas si on a dans le chat, si on a dans la salle. Il nous reste 20 minutes à peu près. Bonsoir et merci beaucoup à vous tous. Je voulais vous demander, quand on parle de l'excision, il y a un tabou qu'on n'a pas abordé. C'est vrai que dans la plupart des violences faites aux femmes, ce sont les hommes qui infligent ces violences. Ici, ce qui est très particulier, ce sont des femmes qui perpétuent cette dramatique tradition. Comment est-ce que, pour le bien, en plus des petites filles, parce que quand on rencontre les exciseuses, elles vous disent, ben, nous, on fait ça pour qu'elles puissent se marier, avoir des enfants, que les hommes soient très heureux, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les femmes et leur faire comprendre? Docteur, vous parliez de ce que vous aviez fait avec ces hommes imams pour leur faire comprendre concrètement ce que ça inflige plus tard comme séquelles aux petites filles et aux femmes qu'elles vont devenir. Comment est-ce qu'on peut faire aussi pour sensibiliser ces femmes-là et leur dire que ce n'est pas pour le bien des petites filles, mais que voilà, ça peut détruire leur corps et leur vie? Non, enfin, franchement, pour avoir testé la méthode de Pierre, qui est de dire, je suis pas contre. Voilà ce que c'est. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui changent d'avis. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, effectivement, combien de personnes sont favorables ou défavorables à l'exil dans un pays, très souvent, quand vous regardez les chiffres, vous avez 60 à 80% des personnes qui sont opposées. Par contre, quand vous regardez le nombre de réalisations, vous vous rendez compte qu'on peut atteindre des 90%. Donc, oui, c'est où ces 80%? Et c'est exactement ce que disait Thériault très justement tout à l'heure, c'est qu'on est dans un continuum. Je veux dire, ça veut dire remettre en cause la décision qu'a prise mes parents pour moi. C'est comprendre qu'on n'est pas dans des familles. En Europe, en Occident en particulier, on est de plus en plus sur des modèles de famille nucléaires. Là, on est dans des modèles communautaires où il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc, c'est pas seulement la décision du père ou de la mère d'emmener l'enfant chez le médecin exciseur, qui lui est un homme et n'est pas une femme, en l'occurrence. D'aller sur le marché du Nigeria, où c'est le coiffeur, qui est barbier aussi, qui va exciser la petite fille à même le sol. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'une affaire de femme. Oui, on l'a souvent présenté comme une affaire de femmes parce qu'on avait essentiellement comme référence l'Afrique de l'Ouest francophone. Mais ce n'est pas la réalité. La même réalité partout. Donc, il faut faire attention à ça. Et d'autre part, bien comprendre que le poids du quand dira-t-on, comme l'a dit aussi Dariatou, c'est-à-dire que si j'arrête, qu'est-ce que vont penser les autres? Quelle place je vais occuper dans la société? J'accepte de m'auto-bannir, en fait. Ça veut dire, moi, j'accepte de m'auto-bannir. Les autres vont regarder ce que ça fait. Ah ben, elle s'est bannie. Elle a une vie catastrophique. C'est sa faute. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne à qui on ne va pas souhaiter le meilleur. C'est une personne à qui on va souhaiter le pire. Et elle va servir d'exutoire à toutes les méchancetés possibles. Imagine, moi, quand je vois le courage de mes collègues, que ce soit ici ou ailleurs, je suis toujours pétrie d'admiration. C'est-à-dire que je n'oublierai jamais cette dame, j'étais au fin fond du Burkina Faso. Enfin, deux exemples. Une dame au fin fond du Burkina Faso que je rencontre, avec Mariam Lamizana, qui était la grande, je veux dire, qui a été ministre des droits des femmes au Burkina Faso, mais qui est très engagée dans la lutte contre l'excision depuis des années. Mariam me présente cette dame
Cette dame, sur la route, en mobilette, parce qu'elle va faire ses sensibilisations de mobilette, est attaquée par un animal sauvage qui lui a arraché quasiment la moitié du visage. Et cette dame lui dit: ah, mais tu sais, une fois que c'est cicatrisé, je repars, hein. C'est pas lui, c'est pas cet animal qui va m'arrêter. Pareil, au Mali, moi, je rencontre une jeune femme ravissante qui était maman au moins de 3 enfants, dont 3 enfants en bas âge, et qui me raconte que pour aller faire ses sensibilisations, il faut qu'elle prenne la pirogue, après, elle monte avec la mobilette sur la dune, après, elle redescend de la dune, et puis après, il faut qu'elle roule sur une pseudo-route en latérite. Donc, quand vous êtes là, vous dites: ah ben moi, je me plains parce qu'il y a une coupure d'électricité, ou elle, ils sont confrontés en permanence à ça, aux coupures d'eau, aux coupures d'électricité. Ils sont dans un environnement qui n'est absolument pas le nôtre. Donc, ils ont un courage hors du commun. Donc, moi, c'est ce qui me sert de moteur. Quand je vois ces exemples-là, on parlait de la jeune femme qui a fondé le cercle des jeunes filles de Guinée. Moi, j'étais épatée. C'est-à-dire qu'en fait, elles étaient toutes scolarisées, elles étaient au lycée, au collège. Quand elles savaient qu'il y avait un risque de mariage forcé quelque part, elles se cotisaient, mettre de l'essence dans la moto du gendarme qui allait aller dans la famille pour empêcher le mariage forcé, et après se cotiser pour payer les cahiers, les livres nécessaires à la scolarisation de la jeune fille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des choses extra. Enfin, comment dire? C'est des choses extrêmement simples, mais qui ont du sens et qui, au final, sont très efficaces. Donc, oui, on ne pourra pas du jour, ça va pas s'arrêter. C'est une pratique qui vient depuis plus de 26 siècles. En 30 ans, on a réussi à la faire reculer. Avec les mariages forcés, c'est les 2 seules formes de violence sexuelle et sexiste faites aux femmes qui ont reculé dans le monde. Les féminicides en France, vous avez remarqué, on ne va pas vers la baisse. Et pourtant, maintenant, on a à 39,19 vers 7 jours sur 7, en 200 langues. On a les bracelets anti-rapprochement, on a les téléphones grave tanchés. Pas de nouveau départ. On avance des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais au final, les violences continuent à augmenter et ça ne s'arrange pas. Donc, tout ça pour vous dire que nous, sur la question des mutilations sexuelles féminines, ça a avancé, mais je donne un point que sans l'école, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et que c'est vraiment essentiel d'investir dans la scolarisation des filles comme des garçons, de préférence jusqu'au lycée, voire jusqu'à l'université lorsque c'est possible. En tout cas, c'est le souhait qu'ils ont, parce qu'on voit très bien que là, dès que le niveau d'études monte, tu dis même le primaire, ça diminue les pratiques aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et effectivement, au niveau des campagnes de sensibilisation, je rejoins tout à fait Pierre. La seule façon d'être efficace, ça peut paraître violent, et c'est montrer exactement ce que c'est et quels dégâts ça fait réellement sur la santé sexuelle et reproductive des femmes. Parce qu'en fait, comme on recherche l'inverse, on recherche que la personne ait beaucoup d'enfants, etc., on se rend compte qu'on agit certes sur le contrôle de sa sexualité, mais on peut agir aussi indirectement sur le contrôle de sa reproduction. Et ça, c'est insupportable pour les communautés concernées. J'ajoute quelque chose, un point d'information comme on disait dans le temps. Mais justement, dire qu'au Waris Diri, tout le monde a vu le film Fleur des déserts, consacre l'argent de sa fondation à financer des écoles, alors en Sierra Leone, maintenant elle va en ouvrir une en Tanzanie, là bientôt, et justement les enfants doivent être examinés médicalement pour s'assurer qu'ils ne sont pas excisés. Donc on va avoir, parce que ça fait déjà un bon moment qu'elle fait ces actions, on va avoir peut-être un élan qui sera donné à l'éradication enfin pas l'éradication parce que c'est pas une maladie, mais à la fin de l'excision dans certaines régions. Je voulais lui rendre hommage parce que vraiment, elle est, en dehors de ses aspects fofolles, un petit peu dingo, c'est une personne d'une très grande générosité. Et moi, je voulais juste rajouter sur le rôle des femmes, qu'il ne faut pas... Enfin, nous, on a oublié ce que c'était que le candidaton, surtout en habitant à Paris, pour parler d'un souvenir personnel. Enfin, c'est pas vraiment un souvenir, mais quand je suis née en 1953, j'étais enfant illégitime d'un père irlandais en Irlande. Ma mère a été bannie de sa famille par sa mère et ses 2 sœurs,
qui vont dire, on voit l'enfant, on va l'élever, mais toi, on ne veut plus te voir, tu nous as déshonorés. C'était vraiment le candidaton. Elle aurait très bien pu lui dire de revenir avec son enfant. Moi, en l'occurrence, ça me fait penser aux crimes d'honneur aussi, les crimes d'honneur. Hein, parce qu'une jeune femme a parlé avec un garçon dans un village en Jordanie ou je ne sais trop où, des endroits un peu reculés quand même. Ça peut être la mère qui décide d'envoyer le fils pour l'assassiner. Donc je pense que ça s'explique tout simplement par la situation sociale des femmes inférieure à celle des hommes et qui donc se soumettent et pratiquent des choses qu'elles peuvent trouver tout à fait révoltantes, mais elles le font quand même pour ce fameux candidaton, pour le poids de la société. Et qui était très fort, j'aime bien le souligner toujours, dans nos sociétés, il y a encore 100 ans ou 50 ans, etc. Il ne faut pas l'oublier. On vient de là aussi. Je pense qu'il faut éviter le système patriarcal, voilà, qui finalement, certaines femmes, enfin, les femmes deviennent parfois le lien qui conduit pour survivre également. Donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Je raconte aussi quelque chose qui va peut-être vous amuser. En 2015, il y a eu un grand congrès de gynécologie pour toute cette sous-région à Conakry. Et il y avait un groupe de 190 sages-femmes de toute la sous-région. Et donc, on m'a demandé de faire un cours sur l'excision à ces sages-femmes. On a fait ça pendant une journée. Donc, je fais le cours. Et puis, à la fin, vous savez, ce qui est important, c'est l'arbre à pas l'arbre qui se délie après. Donc, je me suis retrouvé au milieu, après le cours. Et elles m'ont dit trois choses. Elles m'ont dit, un, c'est intéressant votre cours parce que nous, sages-femmes, on ne sait pas ce que c'est qu'un sexe féminin normal. Intéressant. Deuxième chose, on est toutes excisées. Toutes. Pratiquement, il y a peut-être trois qui n'étaient pas excisées. Et troisièmement, on gagne tellement mal notre vie, on crève de faim que pour vivre, on est des excisions nous-mêmes. Donc ça m'a un petit peu interpellé sur ma candeur, en fait, parce qu'en fait, c'était évident, mais c'est des trucs, on se tombe de notre chaise à chaque fois, parce qu'on a des espèces de grands incultes à arriver là-dedans. Et en fait, on a créé un groupe, on est resté en contact, et en fait, j'ai appris que plus de la moitié avait rendu plutôt après. C'est-à-dire qu'elle avait arrêté les décisions. Et donc, le fait d'en parler, de montrer des choses très très simples qu'on sait bien faire, bah, ça a quand même de la valeur. Et c'est quand même une des voies qu'on a à faire, le faire au plus près de ces femmes. Donc, c'était vraiment assez extraordinaire. Quelle émotion quand même, parce que quand elle vous dit ça, les yeux dans les yeux, on se sent tout petit, petit. Je reprends la parole pour poser une question que ne va pas poser la jeune femme qui est venue pour s'informer. Est-ce qu'il y a un lien entre l'excision et la polygamie? Moi, je ne réponds pas puisque je ne veux pas anticiper sur la réponse scientifique, Isabelle. Mais, oh, Linda, vous me faites trop d'honneur, cher maître. Comment? Alors, en fait, oui, dans les sociétés où on pratique les mutilations sexuelles féminines, en général, on pratique aussi le mariage arrangé, voire forcé, si ce n'est précoce. Et quand vous arrivez à vous avancer en âge et que vous êtes moins féconde, monsieur peut être tenté de prendre une deuxième, une troisième, voire une quatrième. Après, si on va au Cameroun, ça peut aller jusqu'à 100, 200 femmes. Hein. Je veux dire, voilà, il y a des sociétés où il y avait les harems polygames étaient beaucoup plus nombreux et pas du tout limités à 4 épouses. Ça, c'est la version soft. Donc en fait, oui, c'est tout à fait. Mais alors moi, quand j'ai commencé, quand je suis arrivée au GAN, j'avais une vingtaine d'années et mes collègues m'ont dit, bah, écoute, c'est simple. De toute façon, ils sont obligés de nous exciser parce qu'avec la polygamie, ils pourraient pas répondre à nos demandes sexuelles. J'ai jamais su si elle disait ça parce qu'elle le pensait réellement ou si c'était une observation qu'elle faisait, simplement un constat. Que, étant donné que ça limite le désir féminin, est-ce que ça ne permet pas aux hommes, quelque part, de pouvoir avoir une mainmise plus importante sur les femmes, notamment
quand on est dans des sociétés qui pratiquent la polygamie. Mais attention, il y a beaucoup de sociétés qui pratiquent les mutilations sexuelles féminines qui ne pratiquent pas la polygamie. Voilà. Et au même titre qu'il y a des sociétés qui pratiquent la polygamie sans mutilation sexuelle féminine. Donc on ne peut pas en tirer des généralités. Il faut faire très attention sur les terrains sur lesquels on travaille, parce que c'est aussi ce que je reproche à ces anthropologues, c'est de s'intéresser uniquement à ce qui se passe en Sierra Leone et pas, enfin, la référence qu'on faisait, ils s'intéressent uniquement à ce qui s'est passé dans les pays anglo-saxons, ils ne s'intéressent absolument pas à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Donc ça, c'est rédhibitoire, parce que nous, on s'intéresse aussi bien à ce qui se passe dans les pays de langue portugaise, dans les pays de langue anglaise, de langue allemande, etc., tandis qu'eux ne s'intéressent qu'à la production anglo-saxonne, voire américaine. Donc ça limite leur champ de réflexion, de mon point de vue en tout cas. Et je pense qu'il en est de même sur la polygamie. Il ne faut pas, moi qui ai travaillé sur ce sujet-là, tout comme les mariages forcés, je pense que oui, il y a obligatoirement un lien parce que ça se pratique dans certaines de ces sociétés, mais quand on examine la polygamie dans le monde, la polygamie dans le monde est la forme de mariage la plus recensée. La monogamie est l'exception à l'échelle mondiale. Et en plus, maintenant, on a des personnes qui parlent de polyamour et d'autres formes, etc., etc. Donc, on est sur des modifications actuellement sociologiques, anthropologiques, historiques, qui font que la définition du couple, du mariage, du partage de la vie commune, etc., font que c'est très différent. Moi, ce que je dis toujours, en revanche, au niveau de la polygamie, elle n'est pas choisie par les femmes, elle est imposée aux femmes, voire même imposée aux hommes, parce que, par exemple, au Sénégal ou au Mali, par exemple, quand vous vous mariez à la mairie, on va vous demander si vous signez pour l'option monogame, ou polygame 2 épouses, ou polygame 3 épouses, ou polygame 4 épouses. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes couples, très jeunes, qui me disaient, mais on a signé polygamie parce que ma belle-mère a exigé que je signe polygamie, ou ma mère a exigé au niveau du jeune homme qui signe polygamie, parce que c'est une façon de contrôler les femmes. C'est-à-dire que les femmes qui ont peur d'avoir un jour ou l'autre une coépouse vont, entre guillemets, mieux se tenir. Donc c'est encore un moyen du contrôle patriarcal qui peut être exercé sur les femmes. Ça, par contre, elles ont ça en commun. C'est d'appartenir à un continuum de violences sexuelles et sexistes faites aux femmes et un continuum euh, de violences patriarcales qui s'expriment sous des formes différentes selon la période de l'histoire dans laquelle on se situe et sous des formes différentes selon l'espace géographique dans lequel on se situe. J'ai répondu à votre question. Et c'est imposé aux enfants également, hein, parce que Ah oui, alors là, j'en parle même pas. les conséquences sur les enfants aussi sont assez dramatiques. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Une dernière conclusion où on a tout dit. Qu'est-ce que, malgré voilà, les difficultés qu'on pressent et voilà, les reculs dans certains pays, je pense qu'il faut continuer à faire du réseau associatif, indépendant, professionnel aussi. Je pense qu'entre professionnels de santé, avocats, avocates, je pense qu'il y a des réseaux internationaux à monter et d'autres professions, voilà, et des réseaux associatifs pour mieux s'organiser ensemble. Ce sera ma conclusion. On vient de terminer un rapport sur l'état du sexisme en France, qui est absolument dramatique. Et il y a une poussée terrifiante, un retour du masculinisme, qui est en fait un antiféminisme à la base. Et donc, on est vraiment, notre société n'est pas du tout à l'abri. Et votre présence ici, elle est géniale parce que c'est en continuant à échanger comme ça, et on va sans doute essayer de reprendre notre marche en avant. Il faut en être conscient. Oui, oui, il y a. Pardon, tu parles. Merci. On donne l'écho, donc je n'ai pas besoin de tuer les c'est chouette. Oui, il y a le rapport, si vous pouvez lire le Conseil à l'égalité contre le sexisme, qui est absolument essentiel. Mais ce matin, la mission interministérielle de lutte contre toutes les formes de violence dans la prostitution et autres, a produit une étude avec l'éducation nationale qui montre
Moi, je suis convaincue que c'est dès la maternelle, que dès l'école primaire, les violences et les discriminations entre filles et garçons commencent déjà. On peut déjà les analyser, on peut déjà les repérer dès l'école primaire. C'est en France, hein, c'est pas- et donc, je pense que c'est essentiel qu'on ait ce genre de travaux pour faire avancer les choses et pour qu'on prenne conscience que c'est tout un système dans lequel on évolue, auquel on ne pense pas, dont on ne même plus compte, mais qui fait qu'on conditionne dès le plus jeune âge les enfants à être déjà dans un système de discrimination, d'inégalité fierce. Donc, merci à Pierre qui nous a rendu notre clitoris et que maintenant nous pouvons maintenant montrer, nous sommes très, très heureuses là, de pouvoir le montrer partout et de se dire que dans les cours de SVT, alors pour ceux qui ont eu des cours de sciences naturelles, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les sciences de la Terre, j'imagine que quand vous a présenté l'appareil reproducteur masculin, vous a tout bien montré. Et quand vous a montré l'appareil reproducteur féminin, on a oublié un élément. Est-ce que vous voulez, ça ne sert pas pour la reproduction. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, encore merci à Pierre d'avoir remis en avant cette petite chose de 8 à 10 cm qui nous est bien utile en tant que femmes et en tant que partenaire des femmes, parfois que les messieurs. Je pense que ça sert beaucoup en général. En tout cas, sinon, tout le monde est un couple hétérosexuel, bien évidemment. Merci. Je voulais juste ajouter qu'il faut voir de temps en temps le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. C'est vrai qu'on est, en tant que féministe, prise de désespoir, et en ce moment, ça ne va pas très fort. Mais oui, moi, j'aime bien voir les réussites qu'on a eues. Quand j'étais à Excision, parlons-en, la réussite de cette campagne Alerte Excision, qui, franchement, je pense, a touché beaucoup de jeunes filles, j'espère. Et quand j'étais à Amnesty, je disais toujours, si on arrive à libérer un prisonnier ou à empêcher qu'une personne soit en de la tête pour la pendre, on aura au moins utilisé quelque chose, enfin, on n'aura pas perdu notre temps. Donc, ensuite, j'étais à Ensemble contre le sexisme et on a réussi à obtenir du gouvernement d'avoir une journée nationale contre le sexisme. On lui avait demandé le 25 janvier, entre le 25 novembre, le 8 mars, on a cherché une période, voilà. Alors cette année, je n'ai pas l'impression que les médias en ont beaucoup parlé, mais quand même, ces dernières années, c'est toujours pareil, utiliser les médias pour faire bouger les choses. Donc voilà, je pense à cette petite victoire aussi qui me fait dire que voilà, il faut être content de ce qu'on a réalisé et ça aide à avancer. Et vous connaissez le proverbe africain, je crois. Quand on avance seul, on va plus vite. Quand on avance à plusieurs, on va plus loin. Bien, bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous quatre. Et puis, à bientôt. Le temps, il va arriver, peut-être, pour celles qui vont se faire,